Bon, mes chers collègues, pour ne pas commencer notre réunion de commission trop tard et pour que nous ayons évidemment tout le temps d'échanger sur ce qui va nous occuper ce matin, à savoir le financement du cinéma, je vous propose de commencer cette réunion de commission. Et voilà, Michel Hazanavicius, qui n'est pas encore là, je pense, va nous rejoindre sans tarder. Bon, qu'il me soit permis tout d'abord, évidemment, puisque c'est la première réunion de commission de l'année 2013, de vous souhaiter voilà, plein de bonnes choses, plein de belles choses. D'abord dans vos vies personnelles, familiales, dans vos vies privées, mais aussi dans ce qui nous réunit quasi hebdomadairement en cette salle, voilà, que nous puissions collectivement travailler de belle façon ensemble. Enfin, en tout cas, ce sera mon souci, que chacun non seulement trouve sa place, tout le monde a trouvé sa place dans la commission, mais que chacun ait plaisir à venir aux réunions et aux travaux de notre commission. En tout cas, je vous remercie pour votre présence toujours conséquente et votre disponibilité et puis votre participation active à nos débats. En tout cas, plein de bonnes choses dans vos vies privées et publiques naturellement. Alors, nous avons voulu ce matin aborder un sujet que nous connaissons bien, que nous avons souvent évoqué au sein de cette commission des affaires culturelles et de l'éducation, puisqu'il s'agit du cinéma et plus précisément du financement du cinéma, et que quelque part, pour celles et ceux d'entre nous qui ont été présents dans le débat budgétaire de la fin de l'année dernière, qu'il s'agisse du projet de loi de finances initiale pour 2013 ou de collectifs budgétaires de fin d'année, le cinéma a fait l'objet déjà de nombreux échanges, au moins à trois reprises. D'abord, quand nous avons discuté du taux, des nouveaux taux de TVA qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2014, avec tout l'enjeu qui est de savoir si le billet de cinéma sera imposé à une TVA à 10% ou à 5%, puisqu'il y a peu de temps encore, la place de cinéma, c'était 5,5. Et puis c'est monté à 7%. Et tout l'enjeu est de savoir si ça retombe à 5, puisque ce sera le nouveau taux de TVA réduit, ou si ça grimpe à 10. Avec l'enjeu qui est qu'une place de cinéma, comme vous le savez, c'est 6,33 € en moyenne, mais que sur chaque place de cinéma, il y a un prélèvement de 10,72% au bénéfice du CNC, ce qui amènerait 10% de TVA et 10,72% donc reversés au CNC à ce que la place de cinéma soit, si j'ose dire, taxée à hauteur de plus de 20%. D'où l'argument qui a amené beaucoup d'entre nous à plaider pour une TVA à 5%. Le débat est en cours, puisque les taux de TVA s'appliqueront qu'au 1er janvier 2014, et je dirais quelque part qu'on a eu une année pour sans doute repréciser toutes ces choses et faire les réajustements nécessaires. Deuxième, évidemment, moment de débat, c'est lorsqu'on a discuté du budget du CNC, puisque le gouvernement a fait un prélèvement exceptionnel pour 2013 à hauteur de 150 millions d'euros, que certains de nos collègues, je ne les citerai pas, un peu maximalistes, mais peut-être parce que dans l'opposition, vous voulez d'ailleurs grimper encore plus loin, si j'ose dire, ou aller encore plus loin au bénéfice de nobles causes, mais nous avons estimé collectivement que 150 millions d'euros, c'était déjà une forte contribution, mais en contrepartie, et ça a été la nouveauté par rapport à l'année 2012, il n'y a pas eu de plafonnement des taxes affectées au CNC, même s'il y a eu quelques tentatives pour qu'il en soit ainsi. Donc pas de plafonnement d'un côté, mais un prélèvement exceptionnel de l'autre. Et puis troisième occasion, pour faire court, mais ça nous permet, et ça permet ainsi, si j'ose dire, de restituer l'actualité parlementaire de cette fin d'année 2012, évidemment, lorsqu'il y a eu débat sur la mise en place de deux crédits d'impôt, un pour le cinéma national, l'autre pour le cinéma international, et avec l'idée et l'ambition, parce que le cinéma est une industrie, certes une industrie particulière, une industrie culturelle, mais c'est une industrie,
Et comme nous avons constaté que beaucoup de tournages, y compris de cinéma, de films français à fort budget, étaient délocalisés dans des pays souvent voisins du nôtre, l'Allemagne, c'est pas très loin, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien il y avait quelque part l'enjeu, si j'ose dire, de pouvoir relocaliser des tournages en France de films français, mais aussi de films internationaux, d'où la création de ces deux crédits d'impôt qui se veulent évidemment attractifs et qui amènent à ce que l'industrie du cinéma soit, comme d'autres industries nationales, des industries compétitives. Donc nous nous situons très clairement dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte de compétitivité. Donc nous avons, si j'ose dire, terminé sereinement l'année, notamment en votant ces deux crédits d'impôt, après un débat riche. Et puis il y a eu effectivement cette polémique, si j'ose ainsi m'exprimer, de fin d'année, née d'une tribune de M. Vincent Maraval dans un quotidien du soir, abordant différents sujets, notamment le salaire des artistes, ou du moins d'un certain nombre d'artistes, faisant référence d'ailleurs de ce fait à ceux qui assurent également le financement du cinéma, au-delà du compte de soutien et de ces trois taxes affectées, à savoir les obligations des chaînes, et notamment le fait que les chaînes privées, dans les demandes qui étaient les leurs, notamment dans le cadre de leurs obligations en termes de financement de cinéma, contribuaient à ce que des artistes français touchent, si j'ose dire, des salaires conséquents. Mais à partir de là, si j'ose dire, comme toute polémique, on lance un sujet et puis ça part dans tous les sens. Et c'est remis ou c'est trouvé quelque part, sinon remis en cause, ou du moins il y a eu une discussion sur le financement du cinéma en France. Et quelque part, comme nous sommes un certain nombre à estimer que c'est un dispositif vertueux, qui a quand même l'avantage extraordinaire de ne pas faire appel au budget de l'État, puisqu'il y a les trois taxes affectées qui amènent à ce que le système soit redistributif et finance le compte de soutien du CNC, et qu'il y a parallèlement les obligations des chaînes. C'est vrai, quelque part, qu'il y a dans l'idée de préserver un dispositif qui a montré son efficience et qui permet de financer 250 films environ en France chaque année. Et puis, parce que nous ne vivons pas uniquement à l'intérieur de nos frontières, qu'il y a un contexte européen, une commission européenne qui s'intéresse régulièrement au cinéma, au financement du cinéma en France, aux aides au cinéma, qui les évalue, qui peut en contester certains aspects, bref, que tout ça est toujours très fragile. Donc l'idée ce matin, et j'en termine dans ce propos introductif, l'idée ce matin c'était de faire le point sur le financement du cinéma, sur ses enjeux actuels, à la fois nationaux et européens, voire internationaux, que nous puissions nous exprimer très diversement, comme d'habitude, en ayant l'avantage d'avoir à nos côtés trois personnalités fortes qui vont chacune nous apporter leur contribution, vont éclairer nos échanges et auront évidemment le souci de répondre à nos questions. Je dis cela alors que dans une semaine, je crois mercredi prochain, 23 janvier, à l'initiative d'Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture et de la Communication, et sous l'égide du CNC, Éric Garando y reviendra sans doute, auront lieu, je crois, des assises du cinéma, en tout cas une journée consacrée au cinéma, à ses enjeux et à son financement. Je vais me permettre de présenter nos intervenants, puisque maintenant notre table ronde est au complet, et souhaiter en votre nom la bienvenue tout d'abord à Joël Farchi, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste incontesté de l'économie du cinéma. Bienvenue également à Éric Garando, que nous connaissons bien, puisque c'est le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dit CNC. Éric Garando est accompagné de Aude Akari-Bonnery, directrice des affaires financières et juridiques, et de Olivier Voteling, directeur du cinéma. Bienvenue à vous trois.
Et puis, il nous a rejoint. Je m'étais permis de lancer mon propos introductif. J'étais sûr que ça vous ferait venir. Merci également de votre présence. Nous y sommes extrêmement sensibles. Bienvenue donc à Michel Hazanavicius, réalisateur dont la notoriété évidemment n'est plus à exposer, et parce qu'évidemment on fait référence à un de vos films et vous avez une filmographie qui fait que je pense vous souhaitez qu'on n'oublie pas les autres, même si évidemment on cite principalement The Artist pour toutes les raisons et les bonnes raisons qu'on imagine. Mais vous êtes également là en tant que président de la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, que nous appelons communément l'ARP. Voilà. Et merci également de votre disponibilité. Alors, je vois que Lionel Tardy a levé la main, soit parce qu'il veut intervenir ultérieurement, ou est-ce qu'il a un point d'ordre. Nous avons toujours plaisir à accueillir Lionel Tardy. Je regrette parfois qu'il ne soit pas membre de notre commission, parce que, en tout cas, c'en est un... Voilà, il participe peut-être plus que certains membres inscrits au sein de notre commission. Trop. Lionel Tardy pour... Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Avant qu'on attaque notre table ronde, je voulais faire un petit rappel au règlement. Je vais utiliser cette formule. Monsieur le Président, vous avez organisé le 21 novembre 2012 une table ronde sur la rémunération pour copie privée, plus précisément sur la situation et la perspective du dispositif de rémunération pour copie privée. Étaient présents notamment Pascal Regard, le DPG de la SACD, Laurent Petit-Girard, président du conseil d'administration de la SACEM, et Bernard Heger, représentant du CIMAVELEC. Or, hier, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 6, alinéa 2 de la loi sur copie privée, sur le problème de remboursement de la redevance copie privée. Je l'avais souligné à l'époque fortement lors de cette table ronde. Il a considéré notamment que la validation législative contenue dans cet article qui mettait fin à des recours en justice n'était pas justifiée par un intérêt général suffisant. Donc je souhaitais savoir ce que vous souhaitez faire par rapport à ce problème et si vous souhaitez à nouveau réunir la commission pour débattre à nouveau de ce problème ultérieurement. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci Lionel Tardy de votre intervention, de votre contribution qui fait référence effectivement à l'actualité. Et j'ai eu connaissance ce matin effectivement de la décision du Conseil constitutionnel sur ce qu'on appelle maintenant communément une QPC. Et alors je remarque que le Conseil constitutionnel a statué sur la validation législative de la copie privée et n'a pas statué sur le fond. Mais cela dit, ça donne une nouvelle actualité à la copie privée. Et même si nous divergeons, et nous avons divergé lors de cette réunion de novembre 2012 à laquelle vous faites référence sur la copie privée, je pense que nous avons tous été rassemblés, réunis dans l'idée qu'il fallait bouger et que, incontestablement, le dispositif qui est en place depuis la loi Lang de 85, c'est-à-dire depuis maintenant 27-28 ans, est un système qui, sans doute, arrivait à son terme et qu'il fallait de manière dynamique réfléchir à des dispositifs nouveaux qui permettent de préserver, parce que je pense que cela nous mobilisait toutes et tous, près de 200 millions d'euros qui, chaque année, assurent la rémunération des artistes et pour 25% de cette somme, c'est-à-dire 50 millions d'euros, un soutien incontestable à nombre d'initiatives artistiques. Donc inévitablement, et pour répondre à votre demande, je vais, avec le bureau de la Commission, avoir le souci de reprendre l'initiative sur ce sujet qui retrouve, avec la décision du Conseil constitutionnel, comme vous l'avez souligné, une nouvelle actualité. Merci et vraiment, quand vous voulez changer de commission, on vous accueille à bras ouverts. Hein. Voilà, je vous propose maintenant que nous rentrions dans le vif du sujet et je vais me permettre, si elle en est d'accord, eh bien, de donner la parole à Joël Farchi pour, en quelque part, poser le paysage économique du cinéma. Merci, Monsieur le Président. Bien, lorsque j'ai su que j'allais intervenir dans cette assemblée, ma première réaction, évidemment, ça a été de regarder un petit peu toutes les contributions auxquelles avait donné lieu le fameux Maraval Gate depuis quelques semaines. Et je dois dire que j'ai été prise d'une espèce de vertige par rapport à la fois à la diversité des problèmes soulevés et à toutes les sortes de confusions volontaires ou involontaires auxquelles ça a donné lieu. Alors, il me semble qu'il y a au moins 3 questions différentes qui sont abordées dans toutes les contributions, qu'il s'agisse des contributions des professionnels ou bien des contributions des internautes qui réagissent sur les blogs des uns et des autres, et c'est parfois extrêmement éclairant.
La première question, qui semblait être la question initiale, mais qui en réalité l'est de moins en moins centrale, c'est est-ce que les acteurs français sont trop payés? La deuxième question, c'est est-ce que c'est de l'argent public qui finance le système? La troisième question, est-ce que ce système ultra sophistiqué qui a été créé depuis 60 ans, cette sorte d'usine à gaz, diront ses détracteurs, au fond, à quoi ça sert? Alors, comme j'ai peu de temps, puisqu'on m'a accordé une dizaine de minutes, je vais survoler la première et la dernière question et me concentrer véritablement sur la seconde. Quelques mots sur la première. Est-ce que les acteurs français sont trop payés? Là-dessus, je ferai juste une remarque. Le phénomène des superstars, ce qu'on appelle les superstars, c'est-à-dire qu'il y a un petit noyau de gens qui concentrent l'essentiel des revenus dans une profession. Ce phénomène des superstars, c'est un phénomène qui est totalement consubstantiel au marché du travail bien particulier du cinéma, et ce pour au moins deux raisons. D'abord parce que les talents ne sont pas substituables les uns aux autres, et ensuite parce que ce secteur est marqué par une très forte incertitude, que l'échec y est la norme, le succès l'exception. Et dès lors, pour un économiste rationnel, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que des individus s'engagent dans des professions alors qu'ils savent qu'on gagne en moyenne moins d'argent qu'ailleurs? La réponse, c'est pas moi qui vais la donner. La réponse, on la trouve depuis très longtemps chez Adam Smith dès le XVIIIe siècle. Alors, c'était évidemment pas sur le cinéma, mais il parle des secteurs artistiques déjà. Et il explique qu'il y a deux raisons pour expliquer cette sorte d'irrationalité de gens qui s'engagent dans un secteur où, a priori, on ne va pas gagner d'argent. La première réponse, c'est que c'est des motivations non économiques. C'est ce qu'on pourrait résumer sous le terme la passion, disons. Et puis, il dit, plus intéressant pour moi, économiste, il y a une motivation économique qui est que ça fonctionne un peu comme une loterie. C'est l'espoir de rémunération atypique qui lève l'inhibition par rapport au risque pris. On sait très bien que c'est totalement irrationnel de jouer au loto, puisqu'on a une chance sur des millions de gagner, mais si on gagne beaucoup, et c'est pour ça que beaucoup de gens vont jouer. Autrement dit, les cachets démesurés de certains acteurs ne sont pas seulement, comme j'ai pu le lire dans un certain nombre de tribunes, une récompense de leur propre succès passé, mais ils sont aussi une compensation du fait qu'il y a dans ce genre de métier beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Donc cette possibilité de rémunération nouvelle, elle n'est pas atypique. On raconte d'ailleurs qu'en 1937, Louis Mayer, qui était responsable à l'époque du studio MGM, et qui n'était pourtant que salarié, percevait plus d'1 million de dollars par an, soit aux États-Unis à l'époque le plus haut salaire. Ce qui veut dire que la question des rémunérations totalement disproportionnées dans le cinéma, elle n'est pas nouvelle. La question nouvelle, c'est est-ce que le phénomène s'est amplifié au cours des dernières années en France au-delà du raisonnable? C'est-à-dire, est-ce que les cachets de certains acteurs français ont explosé dans les coûts de production? Et là, moi, je n'ai pas les éléments dans les statistiques publiques du CNC pour répondre à cette question, mais sans doute Éric Garandou a des études en cours dont il pourra nous parler. Et puis surtout, la question nouvelle qui se pose, c'est est-ce que de telles inégalités de revenus sont tolérables dans le contexte actuel? Et là, c'est une question qui ne concerne pas seulement le cinéma, mais qu'on retrouve aussi bien pour les footballeurs que pour les dirigeants du CAC 40, avec simplement une spécificité dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, qui est, et ça va me faire la transition avec la deuxième question sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, qui est est-ce que c'est l'argent public, est-ce que d'une manière ou d'une autre, c'est de l'argent public qui finance ces salaires démesurés, enfin ces rémunérations démesurées? Donc la deuxième question, c'est si le cinéma est assez riche pour payer de tels cachets à quelques superstars, d'où vient cet argent? Est-ce que c'est de l'argent public? Quand on voit sur certains blogs, dans les réactions après la tribune de Maraval, certains blogs de défense des contribuables, comment ils se sont emparés de ce sujet, on comprend bien qu'il s'agit d'une question d'autant plus importante qu'en période de crispation autour de la dette publique, il est parfaitement légitime que le contribuable demande des comptes à ses élus sur la manière dont un certain nombre d'arbitrages sont réalisés. Alors si je résume, pour faire simple, la situation aujourd'hui du contribuable français par rapport au système d'aide au cinéma. Je dirais qu'il y a trois volets. Le premier volet, c'est le volet fiscal. Via la TVA, je n'en parle pas puisque visiblement c'est un débat que vous avez eu et que vous aurez encore. Via les crédits d'impôt, là aussi je n'en parle pas, et via les SOFICA, qui représentent en gros aujourd'hui une part assez faible du financement puisque c'est autour de 3%. Deuxième volet du contribuable, de la manière dont le contribuable participe à ce système, le volet aide régionale, qui est un volet en France assez récent, et qui là aussi est relativement faible par rapport à l'ensemble des recettes du cinéma, puisque c'est moins de 2% des films français. Alors, ces deux premiers volets font effectivement appel à l'effort du contribuable, mais de manière totalement marginale, car ils représentent une part très limitée, comme je viens de le dire, de l'ensemble du système de financement de l'audiovisuel. Et le troisième volet, c'est évidemment ce qui représente l'essentiel du soutien au cinéma,
c'est le volet aide nationale via l'action du CNC. Et là, c'est là que les choses sont plus compliquées et souvent assez mal comprises, alors que pourtant il s'agit d'une belle histoire, il s'agit d'une sorte de conte qui, comme tous les contes, commence par « Il était une fois ». Alors, il était une fois en 1948, le premier fonds de soutien à l'industrie cinématographique qui a été mis en place par le CNC, qui lui-même avait été créé 2 ans auparavant. Et alors au CNC, à l'époque, on va avoir une idée géniale. Aider les professionnels du cinéma, qui, comme le veut la légende, aimeraient faire beaucoup d'autres choses de leur argent, sortir avec des jolies filles, fumer des gros cigares, acheter des belles voitures. Eh bien, on va aider ces professionnels à s'aider eux-mêmes par un mécanisme d'épargne forcée. Et c'est ainsi que va naître cette fameuse taxe, la TSA, qui aujourd'hui, comme Patrick Bloch le rappelait tout à l'heure, représente autour de 11% du prix du billet, et qui va longtemps, et c'est très important, longtemps constituer la recette quasi exclusive du compte de soutien au cinéma. Le vrai coup de génie et toute l'originalité du dispositif, c'est d'organiser à la fois un système ultra sophistiqué de redistribution des ressources au profit de ceux qu'on veut favoriser, par exemple en redistribuant l'argent de films commerciaux à des films plus exigeants, tout en même temps en exonérant quasiment le budget de l'État et donc le contribuable de ce soutien. Alors ce mode de financement qui est lié à des ressources qui sont prélevées sur les marchés et non pas sur le budget de l'État explique d'ailleurs que la France dispose des ressources pour aider le cinéma bien plus importantes que dans n'importe quel autre pays d'Europe. Alors ensuite, là où ça va évidemment se compliquer encore un peu plus, c'est lorsque le marché du cinéma s'est élargi dans les années 80 et que les chaînes de télévision ont massivement diffusé des films. À ce moment-là, on leur a demandé à leur tour de participer au financement du compte de soutien, en plus, mais je ne vais pas en parler ici, en plus évidemment des obligations d'investissement en coprod ou en achat. Puis ça a été la vidéo à partir de 93 qui a été mise à contribution pour les mêmes raisons, et ensuite depuis 2007, la taxe qui était prévue pour les chaînes de télévision classiques a été étendue aux autres distributeurs de services de télévision comme les FAI. Donc aujourd'hui, le fonds de soutien qui représente, alors je vais donner les derniers chiffres publics, c'est évidemment pas les derniers chiffres que le CNCA, mais les derniers chiffres qui sont dans la Bible qui est le rapport annuel du CNC. Donc le fonds de soutien pour 2011, c'est plus de 800 millions d'euros de recettes, qui est alimenté par 3 taxes, la TSA. La TSA, je vous disais tout à l'heure, ça a été la recette quasi exclusive pendant très longtemps. Jusqu'en 82, c'est 90% des recettes du compte de soutien. Aujourd'hui, ça n'est plus que, même si c'est quand même encore important, ça n'est plus que 18%. Ensuite, il y a la taxe sur la vidéo ancienne et nouvelle manière, à peu près 4%. C'est relativement marginal. Et puis enfin, le gros morceau, les contributions des éditeurs et des distributeurs de TV anciens et nouveaux. Et là, c'est environ 78% du total des recettes du compte de soutien. Alors c'est évidemment cette contribution qui a explosé après 2008, non pas parce que la contribution des chaînes classiques a explosé, c'était 283 millions en 2008, 309 en 2011, donc c'est pas des évolutions majeures. L'évolution majeure, c'est les FAI, 94 millions en 2008, 322 en 2011. Donc à la question initiale à laquelle je voulais répondre, est-ce que c'est le contribuable qui paye via le budget de l'État pour le système de soutien au cinéma français? La réponse est clairement non. Alors à partir de là, qui paye? Qui paye? Eh bien, compte tenu des taxes que je viens d'évoquer, 3 catégories d'agents économiques. Première catégorie, les spectateurs qui vont voir des films dans les salles, et en particulier les spectateurs de films américains, puisque quand la part de marché du film américain en France est de 45%, ça veut dire que 45% de la TSA est payée par les spectateurs de films américains pour être redistribués essentiellement aux films français. Deuxième acteur qui paye, les chaînes de télévision classiques, c'est-à-dire derrière les chaînes de télévision classiques, essentiellement les abonnés à Canal+, les téléspectateurs qui achètent les produits dont les mérites sont vantés par la pub sur les télés qui sont financées par la pub, et bien évidemment ceux qui payent la redevance, et c'est là qu'on retrouve une manière de faire financer le contribuable. Et puis enfin, troisième morceau, troisième type d'agent économique qui paye, les abonnés au service des fournisseurs d'accès à Internet. Donc, non seulement, et je pense que ce n'est pas inutile quand même d'enfoncer le clou encore une fois, non seulement ce n'est pas le contribuable qui paye pour soutenir le cinéma aujourd'hui, mais c'est même le CNC qui a été mis à contribution au cours des dernières années, certes pas toujours dans la joie et la bonne humeur, mais c'est quand même le CNC au final qui paye pour participer au redressement des comptes publics, et non pas les comptes publics qui ont participé au financement du cinéma.
Bien. Alors évidemment, dire que ce n'est pas l'argent du contribuable, ça n'exonère pas d'une réflexion sur la légitimité du lien entre les recettes qui alimentent le compte de soutien et l'activité audiovisuelle des uns et des autres. Cette réflexion est d'ores et déjà en cours et source de tension avec Bruxelles en ce qui concerne la contribution des FAI, et fera sans doute aussi l'objet de débats futurs assez animés en ce qui concerne la contribution éventuelle des acteurs Internet, notamment de ceux qui vont s'engager dans la télé connectée. Alors, même si ce n'est pas l'argent du contribuable, il y a beaucoup d'argent dans le cinéma, grâce ou à cause, c'est selon le point de vue qui est adopté de ce système. Ce qui évidemment n'est pas un problème en soi, mais ce qui amène à poser la troisième question que je voulais poser au départ, qui est de se poser la question de pourquoi faire tout cet argent, pourquoi faire? Est-ce que ce système génial au départ est bien encore vertueux? Alors il y a sans doute un certain nombre d'aménagements à effectuer, dont les professionnels vous parleront bien mieux que moi. À mon modeste niveau, je me contenterai en conclusion de proposer 2 pistes pour avancer. La première piste, ce serait de développer de véritables outils d'évaluation de la politique audiovisuelle afin de mesurer les résultats obtenus par rapport aux moyens mis en œuvre, ce qui est toujours une manière d'asseoir un peu mieux la légitimité de ce qu'on fait. Deuxième piste, sans doute parce que la pédagogie c'est mon métier, je proposerais de concevoir des outils pédagogiques adaptés autres que les habituels écrits du CNC, pour lesquels j'ai par ailleurs le plus grand respect. D'ailleurs, vous avez vu, je ne me déplace jamais sans ma Bible du CNC. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire, plus pour le grand public. L'objectif étant d'expliquer encore et comment fonctionne le système qui est, vous le savez, j'ai essayé de le rappeler, qui est un système extrêmement complexe, de manière à asseoir un peu plus sa légitimité, non pas tant forcément dans des instances comme la vôtre, parce que je pense que là, les gens sont bien informés, mais quand je vois tout ce qui se dit sur les blogs des internautes qui réagissent par rapport à la tribune de Maraval, je me dis qu'il y a peut-être un boulot à faire pour asseoir la légitimité sociale de ce système dans l'ensemble de la société. Je vous remercie. Merci Joël Farchi pour cette intervention dynamique d'une extraordinaire clarté. Merci, qui a permis effectivement d'informer ou de rappeler des éléments essentiels. Alors, Monsieur le Président, cher Éric Garando, avec une actualité d'ailleurs qui est la vôtre constamment et notamment par rapport à la Commission européenne, puisque vous êtes, j'imagine que vous serez amené à évoquer la TST distribution pour savoir où on en est de cette discussion avec Bruxelles, mais plus globalement, comme le CNC s'est trouvé évidemment au cœur de cette polémique lancée par la tribune de Maraval, eh bien, vous allez vous exprimer. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, et merci de cette occasion qui nous est donnée pour nous, CNC, de venir exposer un peu notre modèle, qui a déjà, d'ailleurs, je remercie Joël Farchi, largement été exposé, d'ailleurs avec beaucoup de poésie et effectivement de clarté. Donc je vais essayer de ne pas revenir sur ce qui vient d'être indiqué. Mais pour nous, c'est effectivement utile de pouvoir repréciser certaines choses, puisque on a relevé effectivement dans les débats qu'il y a eu ces dernières semaines et même ces derniers mois beaucoup d'idées que nous estimons être des idées fausses, et puis parfois même des éléments de politique qui sont considérés comme des problèmes, alors que pour nous, ce sont vraiment des solutions. Et je voudrais commencer peut-être par là, parce qu'on l'a d'ailleurs déjà dit au cours de l'année précédente. Vous indiquiez à l'instant les sujets communautaires. Et effectivement, pour nous, les principaux défis qui se posent à nous, bien au-delà de la question des cachets des acteurs, qui est un sujet qui se pose depuis que le cinéma existe et qui se pose dans tous les pays, a fortiori dans les pays où il n'y a absolument pas de régulation publique. Mais les grands problèmes qui se posent à nous dépassent nos frontières, à la fois parce que nous sommes dans un bain numérique qui fait que les décisions des acteurs économiques qui ont un impact sur la création, sur la production, la distribution, se prennent de plus en plus en dehors de nos frontières, avec des acteurs extrêmement puissants, devant lesquels même Hollywood est parfois impuissant et se sent petit. Et c'est pas très loin d'Hollywood, c'est à la Silicon Valley. Ce sont les grandes plateformes Google, Apple, enfin tout ce qui fait l'actualité aussi des débats fiscaux qui dépassent largement d'ailleurs la question du cinéma et de l'audiovisuel. Donc on a cette révolution numérique
qui bousculent nos modes de financement des œuvres. Et puis nous avons une prise de décision en matière fiscale, en matière de cadre juridique qui encadre les aides d'État, qui là aussi dépasse nos frontières, alors que c'est un peu plus proche de nous, c'est à Bruxelles. Mais parfois on a l'impression qu'effectivement on n'habite pas le même continent. En tout cas, qu'on a du mal à partager, y compris la même culture administrative. Et qu'on a du mal à interpréter de la même façon des objectifs qui sont pourtant dans les traités de l'Union européenne, puisque la culture, vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, les objectifs culturels sont inscrits dans les traités et doivent être pris en compte dans tous les éléments de la politique de l'Union, et pas seulement la gestion du programme média, mais bien dans la politique fiscale, la politique réglementaire, la politique de la concurrence. On a toujours été surpris de voir que le droit de la concurrence s'érigeait en monopole de la pensée. Pour nous, il y a une contradiction dans les termes, mais malheureusement, c'est ce qui a tendance à se produire. Donc quand je disais les solutions qui sont prises pour des problèmes, pour nous, ce qui permet de financer des œuvres en France et en Europe, dans des marchés qui sont cloisonnés, non pas par leur réglementation, mais par leur histoire, par leur langue, par des siècles et des siècles d'histoires différentes, même si elles se rapprochent. Pour nous, ce qui permet de financer les œuvres, c'est la chronologie des médias, puisque c'est ça qui permet aux chaînes de télévision d'investir en préfinancement dans les films, d'investir des sommes très importantes, parfois plusieurs millions d'euros. Évidemment, si les chaînes de télévision investissent dans ces films, c'est pour avoir des fenêtres d'exclusivité, pour les montrer en exclusivité à leurs spectateurs. C'est bien ça la raison. Donc c'est pour ça que la vertu de la chronologie des médias, c'est de permettre à plusieurs chaînes de télévision de verser des sommes importantes aux films en préfinancement et effectivement en échange de couloirs, de fenêtres qui se succèdent dans le temps et qui sont évidemment étanches les unes par rapport aux autres. Donc la chronologie n'est pas un obstacle à la circulation des œuvres, c'est ce qui permet de faire des œuvres, de les produire. La deuxième solution qui est parfois considérée comme un problème, c'est les aides d'État. Et effectivement, aujourd'hui, on a un projet de communication à la Commission européenne qui vise à encadrer les aides d'État en matière de cinéma et d'audiovisuel. Et nous considérons, nous, que le caractère territorial de ces aides, qui a déjà été limité par la précédente communication qui date de 2001, pour nous, le fait de pouvoir, par exemple, jusqu'à 80% du budget de production exiger qu'il y ait une localisation en France, et d'autres pays le pratiquent aussi en Europe de la même façon sur leur territoire. Et je dois dire qu'il y a une union sacrée de tous les CNC et donc de toutes les administrations des 27 États membres pour respecter et trouver que ce système actuel est tout à fait performant. Et donc pour nous, ces aides d'État territorialisées, c'est ce qui permet aussi de financer ces œuvres. Et il n'y a absolument pas d'obstacle à la coproduction, puisque bien au contraire, la France est le pays qui a à la fois les aides sans doute parmi les plus territorialisées, qui coproduit le plus de films au monde, puisqu'on coproduit 120 films à peu près par an avec plus de 40 pays environ, dont l'essentiel d'ailleurs se fait en Europe, beaucoup avec la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Et d'autres pays, puisque beaucoup de films qui se retrouvent dans les grands festivals, on le voyait à Cannes notamment, où 49 des 56 films qui étaient en compétition étaient coproduits avec la France. Et aujourd'hui, vous voyez aux Oscars, 5 films finalistes sur 9 qui ont été sélectionnés en finale étaient des coproductions françaises, 3 films sur 5 au Golden Globe. Et le film Amour, dont on a parlé, puisqu'il avait eu un Golden Globe et 5 nominations aux Oscars, donc c'est ça. On est un peu sur le chemin de petits artistes. Eh bien, le film Amour est aussi une coproduction majoritaire française, à plus de 70% dans le financement, et très majoritaire dans l'histoire, le tournage, les moyens de production, les techniciens, etc. Et sans parler évidemment du casting, qui est évidemment 100% français. Donc voilà déjà des éléments importants à rappeler. Pour nous, le maintien et le fait d'avoir une nouvelle communication sur les aides d'État qui ne reviennent pas trop en arrière sur ces notions de territorialité, c'est pour nous important, parce que sinon il faudrait repasser devant le Parlement, il faudrait remodifier en profondeur notre système, et bien entendu avec des risques de délocalisation très forts, très élevés, alors que, Monsieur le Président le rappelait à l'instant, le Parlement a voté une amélioration des crédits d'impôt qui nous permet de revenir un peu mieux dans la course à l'attraction des tournages. On considère, nous, c'est ce qu'on défend toujours en Europe, c'est que nous, notre souci premier, c'est pas d'attirer des tournages des autres pays, c'est avant tout de préserver une industrie qui est très forte dans notre pays, qui est porteuse de sens, de diversité, mais aussi qui est porteuse d'emploi, puisqu'on nourrit quand même une activité globalement de 341 000 emplois et de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires audiovisuel et cinéma. Donc on veut avant tout pouvoir continuer à exister et à développer nos industries. Simplement, il se trouve que d'autres pays n'ont pas cette chance d'avoir cette industrie nationale, et donc
ils ont des mécanismes fiscaux très puissants pour attirer les tournages en provenance d'autres pays d'Europe ou évidemment des tournages hollywoodiens. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé, vous avez à juste titre considéré qu'il fallait absolument revenir dans la course pour préserver nos emplois, nos activités et aussi en attirer d'autres et notamment des tournages extra-européens. Puisque, comme vous savez, les tournages hollywoodiens, il n'y en a que 5% qu'on récupère en France sur tous ceux qui viennent en Europe, et ce sont plusieurs milliards d'euros. Voilà, alors d'autres idées que nous estimons fausses aussi qui ont circulé. Alors les cachets, effectivement, les cachets. Est-ce que les cachets explosent? Joël me posait la question à l'instant. Si on regarde sur une longue période, parce qu'il faut effectivement regarder les chiffres, les faits, les cachets n'explosent pas. En 2003, les cachets représentaient les cachets des rôles principaux, puisque évidemment la question s'est centrée sur ce point-là. En 2003, ils représentaient 7,1% des coûts de production d'un film. En 2011, ils représentent 7,7%. Donc on a une augmentation de 0,6%. Il faut savoir qu'en 2006, il y avait eu un sommet à 8,6% et que depuis, on est plutôt revenu à une proportion qui est donc à peu près similaire à celle de 2003. Ça, c'est 2011. En 2012, on verra les chiffres dans 2 mois. On verra s'il y a eu un ressaut en 2012. Et ce que tout le monde anticipe, en tout cas, c'est que comme en 2009, où il y avait une baisse de 20% du coût des cachets, il est probable qu'en 2013, il y ait un ajustement de marché parce que, effectivement, ce qui a sauté aux yeux de tout le monde, ça on ne peut pas le nier, c'est que en 2012, et notamment au deuxième semestre 2012, il y a eu une fréquentation qui s'est tassée sur tous les films, d'ailleurs, y compris parfois les films américains, mais les grosses machines françaises qui étaient censées rapporter beaucoup d'entrées, les Seigneurs, les Astérix, etc. C'est vrai qu'il y a eu un tassement très fort, voire des résultats très inférieurs à ce qui était attendu compte tenu du budget du film. Voilà, mais donc il n'y a pas d'explosion en tout cas sur longue période. Une autre idée, mais Joël l'a déjà évoqué, est-ce que l'argent public finance les cachets de ces grands acteurs? La réponse est également négative, puisque sur ces gros films, sur ces films à gros budget qui dépassent 7 millions d'euros, voire 15 millions d'euros, eh bien la part des aides automatiques du CNC, qui effectivement le CNC c'est de l'argent public, même si ce n'est pas l'argent payé directement par le contribuable, mais ce sont des sommes qui sont prélevées sur l'économie de la distribution des œuvres. On peut considérer que c'est de l'argent public. Eh bien, cette part-là n'atteint que 5% à peu près du budget du film. L'essentiel des financements sur ces gros films, ce sont des acteurs privés qui les apportent, à commencer par les producteurs. Il y a à peu près 28%, donc plus du quart des financements. Ensuite, ce sont avant même les producteurs, ce sont les chaînes de télévision. Et essentiellement sur ces films, à quelques exceptions près, ce sont les chaînes privées qui investissent sur les films à très gros budget. Les chaînes privées gratuites concentrent 97% de leurs investissements sur des films qui ont un budget de plus de 7 millions d'euros, alors que les chaînes publiques, France Télévisions, et a fortiori encore plus Arte, consacrent à peu près la moitié de leurs investissements à des films d'un budget inférieur à 7 millions d'euros. Et puis après, ce sont les mandats, c'est-à-dire tout ce que prennent les exportateurs, les distributeurs sur ces films en échange là aussi de recettes à venir sur leur exploitation. Voilà. Une autre idée fausse aussi qui circule, c'est de dire il y a trop de films et il y a de plus en plus de petits films qui font de moins en moins d'entrées. Donc là aussi, un des chiffres, des réalités du marché. En 92, quand on regardait les films qui faisaient moins de 50 000 entrées, ça représentait 60% du total des films d'initiative française agréés, c'est-à-dire des films qui sont des films français, au sens strict. En 2011, cette part est descendue à 44%. Donc ça veut dire que globalement, au contraire, les films font... il y a une part de plus en plus importante de films qui font plus de 50 000 entrées. Et puis dire qu'il y a trop de films, d'ailleurs je reprends cette phrase de Michel Hazanavicius qu'il avait dit dans une interview, il disait c'était comme de dire qu'il y a trop d'hommes sur Terre, on peut le dire, on peut ne pas le dire, enfin ça n'a pas tellement de sens en soi. Ce qu'il faut voir c'est est-ce que ce nombre de films nuit à la diversité? Alors ça évidemment on a tendance à dire non, mais est-ce que ça nuit aussi à leur exposition, à la performance globale de notre système? On peut évidemment se dire que s'il y a trop de films dans l'absolu, au bout d'un moment, ça devient un problème, puisque les critiques de cinéma n'arrivent plus à les commenter, les salles n'arrivent plus à les montrer. Mais ce qu'on regarde, en tout cas, c'est que jusqu'ici, jusqu'en 2012 inclus, le fait qu'on sorte à peu près un tiers de films sur nos écrans qui sont des films français, ça nous permet d'avoir une part de marché qui est même supérieure à un tiers.
C'est-à-dire qu'on a, en 2012, on a eu une part de marché de 40,2%. On a eu une part de marché également très forte les années précédentes. Et on pense qu'il y a un ratio, un rapport entre la part de marché et le nombre de films. La preuve, c'est que les Allemands, par exemple, produisent un tiers de films en moins par rapport aux Français. Et ils ont une part de marché 2 fois inférieure à la France. Une part de marché d'à peu près 20%. Voilà, donc voilà, ça c'est quelques idées qui circulent de façon parfois très lourde, très pesante, qui sont reprises en boucle. Et vraiment, on tenait à apporter des éclaircissements qui montrent qu'il faut se méfier de ces idées simples, voire de ces idées simplistes. Ensuite, sur la régulation d'ensemble, je pense que vous la connaissez bien. Je rappelle juste les grandes lignes qui font que le CNC et le cadre réglementaire plus large de la régulation à la française. On a quelques règles de base qui fonctionnent, qui donnent ces résultats dont je parlais à l'instant. Le fait qu'on ait plus de 200 millions d'entrées dans les salles en France, le fait qu'en 2012, on ait doublé la fréquentation de nos films à l'étranger aussi, ce qui est une donnée extrêmement importante. On aura vendu 140 millions d'entrées pour nos films à l'étranger, c'est le double des années précédentes. Le fait qu'aussi qu'on cumule les récompenses internationales, puisqu'il ne faut pas parler que d'argent et que de chiffres, hein, mais il y a eu les 5 Oscars de The Artist, il y a ce que je vous disais sur le film Amour, sur les récompenses obtenues dans tous les festivals européens et internationaux. Vous verrez, en 2012, on a vraiment cumulé les récompenses, et sur un nombre assez varié de films. Hein, ça va de Jean-Claude Brissot à Locarno, à Jacques Audiard en Espagne, et à tant d'autres films, ou des coproductions, là encore, de Christian Mungiu, sur laquelle la France est partenaire, et bien d'autres. Donc tous ces résultats, ils sont obtenus par un ensemble de règles qui finalement se résument à des choses assez simples. La première règle, c'est la distribution doit financer la création. Ça, c'est ce qui est à l'origine du modèle de nos taxes, comme le rappelait Joël. Ce qui fait qu'en effet, il n'y a aucune subvention de l'État qui est apportée au système. Ce sont des taxes sur les salles, sur les chaînes de télévision et sur les fournisseurs d'accès. Ce qui rejoint là aussi un débat compliqué avec la Commission européenne, puisqu'on explique à la Commission qu'il n'y a absolument pas de taxe spécifique sur Internet. Ça, c'est aussi une idée fausse qui circule. Il y a juste une taxe sur la distribution des services de télévision. Et qui peut nier aujourd'hui qu'Internet est devenu le média audiovisuel dominant, puisque les grands acteurs, qu'ils soient français ou internationaux, passent et qui ont des portails sur Internet. Évidemment, si on construit des réseaux à très haut débit, si on construit ces plateformes, c'est avant tout pour diffuser de l'image et de l'image animée, voire, comme Google le dit très clairement, ils construisent des chaînes de télévision, et par centaines, y compris par dizaines sur notre propre territoire. Donc, pour nous, ne pas étendre cette taxe sur Internet, et ça a été fait par vous-même en 2007, et vous avez voté un ajustement en 2011 qui a été tenu en échec par quelques fonctionnaires de la Commission européenne, donc votre vote est toujours tenu en échec aujourd'hui, un an après votre vote. Pour nous, c'est un vrai problème qui est bien supérieur à la question des cachets de M. Danny-Boone. Par ailleurs, notre mécanique de redistribution, elle permet précisément, que ce soit par le fait que les taxes viennent des distributeurs qui sont des opérateurs puissants vers les producteurs qui sont évidemment en position plus fragile, et également vers les auteurs, vers tous ceux qui sont en amont de la chaîne et qui sont dans une situation encore plus fragile alors qu'ils sont au cœur de la créativité et de ce qui va faire que l'œuvre aura du succès, c'est-à-dire nos aides sélectives. Eh bien, au-delà de ces règles, il se trouve que dans le détail même de la mécanique de chaque dispositif, on veille à allier le souci de la performance économique au souci de la diversité et de la diversité au sens vraiment artistique du terme. Donc, et on veille aussi à la répartition du risque. Ce que disait Joël, c'est une économie de casino. Le risque est très élevé. On est dans une économie de prototype. Et même quand on fait des franchises, on pourrait se dire la franchise permet d'industrialiser le processus, eh bien parfois c'est le meilleur moyen de se tromper. Et on sait tous que le succès de Ben-Hur avait donné lieu au naufrage de Cléopâtre quelques années plus tard, parce qu'on avait voulu faire les mêmes recettes. Ça, c'était des films américains. Et qu'aujourd'hui, c'était Astérix et Cléopâtre, qui était un succès, a conduit à un autre Astérix qui, pour le coup, a été un échec. Donc on ne peut jamais se prémunir du risque, même quand on essaie de reproduire les recettes d'un précédent film. Parfois, c'est le meilleur moyen d'aller à l'échec. Donc, je prends un exemple simple, juste un exemple de ces mécanismes qui permettent à la fois de récompenser la prise de risque, de récompenser le succès du film et de redistribuer une partie de ce succès vers les autres producteurs, les autres réalisateurs. C'est le soutien automatique producteur.
c'est ce soutien qui fait que tout film qui sort en salle est taxé, donc on disait à hauteur de 10,7% de la billetterie. Et donc effectivement, la question de la TVA est cruciale, puisque ça s'ajoute à la TVA. Et jusqu'ici, la TVA était à 5%, elle est passée à 7%. Et cette taxe s'ajoute à la TVA, évidemment. Et cette taxe est redistribuée en partie aux salles, pour leurs travaux d'aménagement, d'équipement, d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a en France un des parcs les plus denses et les plus modernes du monde, et les plus numérisés du monde. Et c'est pas non plus à étranger au succès du cinéma. Et par ailleurs, elle est redistribuée aux producteurs, mais avec une dégressivité. Donc un film qui fait 500 000 entrées, le producteur récupère 125% de la taxe collectée. Et lorsque son film fait plus de 5 millions d'entrées, depuis 2 ans, eh bien, le producteur ne récupère plus que 10%. C'est une réforme qui a été faite avant Intouchable, et on ne savait pas qu'Intouchable allait arriver, mais c'est vrai que sur Intouchable, ça a permis au CNC de récupérer plus de 3 millions d'euros de plus que lorsque on avait eu les ch'tis, par exemple. Et donc tout cet argent que récupère le CNC, qui n'est pas redistribué aux producteurs, eh bien, il permet, et en quelque sorte, je prends un raccourci, mais ça permet que les ch'tis ou Intouchables financent l'avance sur recette de Michael Haneke. Donc on a un système qui est profondément vertueux. Non seulement c'est pas l'État ou via le CNC qui finance les cachets que vous pouvez ou que certains peuvent juger faramineux, mais c'est bien au contraire les recettes des films qui ont beaucoup d'entrées qui permettent de financer les films de la diversité, les films d'auteur, les films les plus exigeants. Donc vraiment ça c'est vraiment ce qu'il y avait de terrible dans cette polémique, c'est de faire croire que l'argent public nourrissait l'inflation des budgets des films, alors que c'est précisément l'inverse. Et d'ailleurs, même quand on récompense le succès d'un film, on ne prend pas en compte le budget du film. C'est-à-dire qu'un film comme Tomboy, qui a coûté 1 million d'euros de budget et qui a rapporté plusieurs centaines de milliers d'entrées, eh bien, le producteur a reçu la même somme qu'un autre film, 2 autres films, qui avaient un budget 10 fois supérieur et qui ont fait le même nombre d'entrées. Donc, en fait, les films les plus rentables, si je prends ce raccourci, c'est plutôt des films qui ont un budget modeste, moyen, qui n'ont pas forcément un casting très lourd, et qui font beaucoup d'entrées. Voilà. Donc c'est le cas Intouchable, mais on peut évidemment trouver d'autres exemples. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, parce que Michel a une expérience de terrain, évidemment, qui est encore plus intéressante à partager. C'est surtout, Monsieur le Président, que vous serez inévitablement amené à reparler après les interpellations de nos collègues parlementaires. Donc notre modèle est sain. Conclure, voilà. Je voulais juste dire, donc notre modèle est sain, et il est tellement sain qu'il est copié, enfin en tout cas qu'il inspire des politiques du monde entier, qu'on reçoit chaque année à peu près une centaine de demandes d'expertise, avec à chaque fois des nouveaux pays, puisqu'à chaque fois qu'un pays crée un CNC, on peut citer le Maroc, la Corée, le Brésil, la Colombie, enfin beaucoup Israël, pour lequel la France a coproduit un tiers du cinéma israélien, qui a des récompenses partout dans tous les festivals, une économie dynamique. Et bien d'autres pays viennent nous demander conseil. On a même eu le Bhoutan, c'est l'année dernière, on a eu la Mongolie, qui est inondée de cinéma coréen. Donc voilà, ce modèle fait école, et parfois on est assez surpris de voir que finalement c'est dans notre pays qu'on est attaqué, alors qu'on est copié partout ailleurs, mais je crois que c'est un mal assez français. Il y avait un élu qui avait rappelé ça la dernière fois. Voilà, quand quelque chose qui marche en France, ça devient vite insupportable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci Éric Garando. Cher Président, vous réinterviendrez tout à l'heure. Alors, troisième intervenant, Michel Hazanavicius. Eh bien, voilà, après Joël Farchi, après Éric Garando, vous êtes un acteur en tant que tel, vous êtes réalisateur, vous présidez l'ARP. Donc, votre regard. Ok, déjà je vous remercie. Je vous remercie de me recevoir. C'est un peu compliqué parce que vous avez fait 2 exposés brillants et donc je vais essayer de ne pas redire les mêmes choses. Donc c'est un peu compliqué. Une des spécificités de ce métier, de ce secteur d'industrie, appelons ça comme on veut, c'est justement que c'est à la fois de la culture, de l'art parfois, et c'est à la fois une industrie, et que c'est toujours compliqué de passer de l'un à l'autre et de ne pas réfléchir qu'en termes culturels, mais de ne pas non plus réfléchir qu'en termes industriels, etc. Et en même temps, il faut savoir de quoi on parle et toujours essayer de bien circonscrire notre pensée. Juste en intro, moi je voudrais quand même... Le but de tout ça, c'est de faire des films, et donc on est légitimement au fond en droit, je pense, de se poser la question pourquoi on veut faire des films et pourquoi faire des films. Et je ne parle pas que des réalisateurs aient envie de faire des films ou que des acteurs aient envie de faire des films, ça on le comprend très bien, mais d'un point de vue plus de société, je crois que c'est important qu'il y ait des films. Je crois qu'on est une des rares industries, disons aussi florissantes, qui fonctionne
beaucoup sur des valeurs positives qui fonctionnent sur une espèce de connexion entre les gens. On propose quand même un projet commun, on propose une vision du monde. Vous avez rappelé les origines de la création du CNC, qui est effectivement au sortir de la guerre. Je pense que Malraux, enfin, les créateurs du CNC avaient compris quelque chose que les Américains avaient très très bien compris, qui était que par les films, on exporte, on fait la promotion aussi d'un certain mode de vie, d'un certain mode de pensée, pour le dire de manière très très large, de la démocratie. Les Américains, pour mémoire, au sortir de la guerre, distribuaient leurs films gratuitement en Europe. C'est-à-dire que c'était pas l'enjeu, évidemment, c'était comment dire, de créer une demande pour ensuite rentrer dans quelque chose de plus industriel, mais c'était aussi faire la promotion d'un mode de vie, la promotion d'une certaine philosophie, etc. Les films qui étaient commandés à des grands réalisateurs avaient très clairement, les films de Capra nous ont éduqués, nous ont donné une certaine idée de l'honnêteté, une certaine idée de la probité, une certaine idée encore une fois, de la démocratie. Je pense que c'est pas innocent. Je crois qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le cinéma, je ne dirais pas qu'il l'a remplacé, mais fonctionne un petit peu comme une religion, ou comme a fonctionné la religion. C'est-à-dire que à travers des petites histoires qui sont racontées, on dit à chacun qu'il n'est pas tout seul, en fait, et qu'il a vécu des choses qui font partie d'un groupe qui est l'humanité, en fait. Et ce qui était le rôle, me semble-t-il, de la Bible au départ. Je pars un petit peu loin, mais je crois qu'il faut quand même rappeler que les débats qu'on a là, ils ne sont pas au service juste d'une industrie. On n'est pas là pour défendre. Il faut aussi se poser la question par l'absurde de savoir qu'est-ce que serait qu'une société sans film, par exemple. Une société où il n'y aurait plus de films. Une société où, en gros, on n'aurait que des films américains, par exemple. Ce qui est le cas de beaucoup de nos pays voisins en Europe. De la même manière, d'ailleurs, alors là je rentre dans un truc un petit peu plus industriel, mais de la même manière, je crois que le succès des films français et des acteurs français partout dans le monde, il faut aussi le rattacher c'est-à-dire que quand Catherine Deneuve ou Alain Delon sont des icônes, voire des dieux au Japon, je crois que ça aide la promotion d'une industrie française plus large que celle des films. C'est-à-dire que je crois que l'industrie du luxe ou l'industrie du prêt-à-porter ou l'industrie voilà, sont indissociables du succès des succès du cinéma français. Je crois que finalement, ce qu'on exporte aussi, c'est un certain style de vie, je dirais même un goût, en fait. Donc voilà, ça c'était pour dire quelque chose qui, me semble-t-il, n'avait pas été évoqué dans les débats précédents. Après, pour revenir à ce qui a fait l'actualité, à savoir, est-ce que les acteurs sont trop payés ? Moi, je pense que la question est assez mal posée. D'abord, je crois que c'est très compliqué comment dire, de déconnecter les acteurs des autres professions, et notamment des autres ayants droit. Je vais y revenir, mais en gros, c'est compliqué de déconnecter ce que va toucher un acteur de ce qu'il va rapporter. Et c'est compliqué de lui demander de ne pas prendre de l'argent. En gros, de déconnecter ce que coûte un film de ce qu'il rapporte. Ce qu'il rapporte, ça s'appelle les recettes. Si on veut qu'un acteur soit, comment dire, payé en fonction de ce qu'il rapporte, il faut qu'on soit très clair sur ce qu'on appelle les remontées de recettes. C'est-à-dire que moi, il me semble qu'on peut demander à tous les ayants droit, c'est-à-dire les acteurs, réalisateurs, auteurs, producteurs et les techniciens qui éventuellement sont en participation, on peut leur demander à tous de baisser leur cachet, si tant est qu'on les intéresse de manière honnête et transparente à ce que ce film sur lequel ils vont travailler va rapporter. Comme aujourd'hui ce système n'est pas très transparent, les acteurs, les producteurs, tout le monde on ne se fait pas payer sur le film qu'on est en train de faire, mais sur le film d'après. Comme l'a très bien dit tout à l'heure Eric Garando, il faut comprendre qu'on est dans une industrie de prototypes, c'est-à-dire que et tout ce qui va
en règle générale, contre cette philosophie-là, a tendance en général à se planter. C'est-à-dire que quand on veut faire le film qui a marché, en règle générale, ce marché-là se sclérose très très vite. Les comédies romantiques, ça marche un peu, puis maintenant ça s'essouffle. Les films, ce qu'on peut appeler les films de potes, ça marche un peu, puis au bout d'un moment ça s'essouffle parce que c'est une industrie qui doit aussi être créative. Donc le moyen que les ayants droit soient payés sur le film, sur le prototype qu'ils sont en train de faire, pour moi il n'y en a qu'un, c'est évidemment de les intéresser de manière honnête aux recettes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, de la manière comment fonctionne un film. Donc je vais vous raconter comment on fait un film très très rapidement sur le trajet de l'argent. Aujourd'hui, un producteur ne met pas son argent en jeu. Un producteur va chercher de l'argent aux différents guichets, aux différents organismes qui sont plutôt un peu poussés par la loi dans l'obligation de financer les films. Donc les distributeurs salles et vidéo, les chaînes de télé en clair et pas en clair. Alors parfois une aide du CNC, des ventes à l'étranger et parfois de l'aide de la région, etc. Une fois qu'on a ce budget-là, on fabrique le film avec cet argent-là, on le sort, il marche pas, mais tout l'argent qui rentre, il est d'abord en priorité, il va aux gens qui ont mis ce qu'on appelle un minimum garanti, aux gens qui ont mis de l'argent dans le film. De l'argent cash. Tout l'argent qui n'est pas cash, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les participations, les promesses qu'on va faire aux acteurs en cas de succès, cet argent-là, il arrive complètement au bout de course. C'est-à-dire qu'un distributeur salle, aujourd'hui, quand le film sort, c'est lui le premier qui se rembourse. Mais avant que d'autres touchent de l'argent, il va prendre ses commissions, il va prendre ses marges, etc. La moralité, c'est que le système est ainsi fait qu'au final, ces participations, on n'en voit jamais. On voit jamais cet argent-là. Et donc, du coup, et ça, c'est un sujet qui date, je vous engage à regarder sur le site de l'INA une interview d'Yves Montand de 72, où il explique exactement, avec ses mots à lui, ce que je suis en train de vous expliquer là. Cet argent-là, en gros, n'est pas considéré comme du vrai argent. Donc, on ne peut pas demander à des gens d'être vertueux, plus vertueux que le système dans lequel ils sont inscrits. D'autant que ça reste quand même des métiers où qui sont assez fragiles, parce que des acteurs qui sont très hauts, ça dure un temps, mais ils redescendent assez vite, etc. On n'a aucune garantie de succès. Donc les acteurs trop payés, moi je pense que c'est un petit peu un faux problème. Par contre, effectivement, le problème de l'inflation des films me semble être intéressant. Et il me semble être intéressant non pas parce que ça coûterait trop cher en comparaison à la crise, etc. Parce que finalement, les économies, ce serait une mauvaise foi de comparer des économies qui n'ont rien à voir. Il me semble un petit peu je pense que c'est intéressant de s'intéresser au problème de l'inflation des films, parce que l'inflation des films implique une espèce de concentration des budgets, et ça veut dire que on va un peu contre une idée qui fait la force de notre cinéma, qui est l'idée de la diversité des films. Une des forces du cinéma français, c'est justement qu'on a à la fois des films qui vont coûter 40, 50, 60 millions d'euros, qu'on va appeler des blockbusters, mais on a aussi des films qui se font dans des économies de misère, et on a surtout ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne des films. Et c'est quand même la classe moyenne qui fait la richesse et qui fait la diversité. C'est parce qu'on peut faire des petits films plus expérimentaux, peut-être plus libres, peut-être moins formatés, qui vont nous permettre. C'est ces petits films qui vont permettre l'émergence de nouveaux talents, de nouveaux acteurs, etc. En gros, il n'y a pas de Jean Dujardin s'il n'y a pas de petits films. Il n'y a pas enfin, je veux dire, les talents. La concentration des budgets, ça veut dire moins de films. Moins de films, ça veut dire un marché qui se sclérose très très vite. C'est-à-dire qui accueillera beaucoup plus difficilement des nouveaux talents, des nouveaux acteurs, etc. Donc là-dessus, moi, ça me pose un petit problème. Cette inflation, et je pense que ça mérite. Voilà. Les outils de contrôle dont j'ai cru entendre, etc., il faut vraiment reprendre, contrôler la rentabilité des films, etc. Certes, moi je pense que c'est de toute façon sans doute très très bien, mais je ne crois pas en soi que ce soit
solution seule, parce que justement, c'est une industrie, comme on l'a vu, de prototypes. C'est-à-dire qu'on fait un film. Il faut savoir que pour chacun d'entre nous, enfin pour les réalisateurs en tous les cas, a fortiori quand vous êtes auteur-réalisateur, faire un film, c'est 3 ans de travail. Et vous mettez énormément de vous-même, c'est-à-dire que vous avez un rapport fusionnel à votre film. C'est-à-dire que quand le film est rejeté, vous êtes rejeté. Vous avez pris la parole, vous avez pris la parole publiquement, et en gros, on vous dit, votre parole, elle n'est pas intéressante. Donc, les enjeux, ils ne sont pas tant financiers que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une industrie de prototypes, ce qui provoque un film, c'est pas la rentabilité, c'est aussi beaucoup ce que vous avez appelé la passion ou l'honnêteté ou en tous les cas l'envie de faire un bel objet, parce que un film pour nous c'est un objet qui va nous accompagner toute notre vie. Donc quand on a fait, moi j'ai la chance d'avoir eu The Artist et Nakash et Toledano ont la chance d'avoir Intouchable. C'est bien d'avoir ce bagage-là toute votre vie. Quand vous avez un film qui est une catastrophe et que tout le monde a détesté, c'est plus compliqué. Donc vous avez quand même intérêt. Je veux dire, il y a aussi beaucoup de gens qui font ce métier pour des raisons un peu plus nobles, voilà, et c'est compliqué de fonctionner en termes que de rentabilité, etc. Après, pour remettre le débat, et je vais essayer voilà, je ne ferai pas beaucoup plus long, mais il me semble que ce débat-là, de toute façon, est un débat assez interne finalement aux organisations professionnelles du cinéma, bien que j'ai aucun problème qu'il soit ouvert, bien au contraire. Par contre, le débat qui me semble, moi, être le plus urgent, et le plus large, c'est effectivement l'arrivée du numérique qu'on a vu depuis maintenant quelques années, qu'on appelle les nouveaux entrants, qui sont de moins en moins nouveaux et de plus en plus entrants, en fait. Et nous, le numérique, on l'a complètement intégré dans toute la chaîne, c'est-à-dire de l'écriture d'un scénario jusqu'à la post-production d'un film et à la diffusion des films, le numérique a été complètement intégré dans notre manière de travailler. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la diffusion des films en numérique, d'une manière générale, le numérique, c'est une révolution qui est vraiment comparable à l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire que c'est quand même la dématérialisation des œuvres, ce que ça implique philosophiquement et industriellement, c'est vraiment de l'ordre de la révolution. C'est une révolution. Le fait de pouvoir diffuser en temps réel à l'autre bout du monde n'importe quelle image, etc. Le fait qu'il n'y ait plus d'objets, même je veux dire, pour plein de gens, par exemple, ça équivaut à de la gratuité, par exemple. Donc il y a beaucoup d'images sur lesquelles beaucoup comment dire, de clichés contre lesquels il faut lutter. Mais pour en revenir à ce qui nous occupe là, la diffusion numérique des films sur Internet, c'est pour nous plutôt une bonne chose, de manière philosophique, c'est plutôt bien. Je vous prends un exemple tout bête, hein, des réalisateurs pas confidentiels, mais qui ont des niches de spectateurs. Par exemple, je vais vous prendre un exemple au hasard, Abel Ferrara, par exemple, qui a un certain nombre de fans, mais qui n'est pas un réalisateur très, très, très grand public. Que ces films soient diffusés de manière numérique, ça permet que tous ces fans, finalement, tous les gens qui veulent voir Abel Ferrara, peuvent voir les films d'Abel Ferrara. Si vous le sortez sur 8 salles, la probabilité de chance que tous les fans d'Abel Ferrara vivent dans le périmètre des 8 salles de cinéma en France où le film est projeté, elle est quand même très très faible. Donc ça, c'est plutôt une chance. Par contre, ce qu'il faut absolument, et je pense que c'est véritablement l'enjeu, c'est intégrer ces fameux nouveaux entrants dans ce principe qui a été très bien rappelé, ce principe simple qui a fait que notre cinéma est encore debout, alors que quand même l'immense majorité des cinémas européens se sont écroulés. Justement, pour mémoire, je rappelle que le cinéma tchèque, c'était un cinéma absolument dément. Enfin, la nouvelle vague tchèque, c'était des films absolument déments. Le cinéma polonais était un cinéma génial. Le cinéma italien était le meilleur de l'après-guerre jusqu'aux années 70. C'était sans doute le plus créatif, le plus cruel, le plus drôle, le plus tout ce que vous voulez, le plus libre. Toutes ces cinématographies se sont écroulées parce qu'elles ont été soudain... Elles n'ont pas su faire face aux nouveaux défis industriels qui leur ont été proposés. Pourquoi nous, on a réussi? Parce qu'on avait ce principe ultra fort qui était celui, je termine, qui était celui ultra fort que les gens qui distribuent les films doivent participer à leur financement, au préfinancement des films.
Là, ce qui se passe, donc, c'est qu'on a la diffusion numérique. Il faut absolument réussir à intégrer comment dire, leur entrée dans la chaîne de manière vertueuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réussir à les faire participer au financement des films. Mais dans le même temps, ça veut dire aussi qu'il faut sans doute travailler sur ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'il faut leur réserver sans doute des fenêtres et il faut être sans doute un petit peu plus souple dans les fenêtres d'exclusivité qui sont proposées à tous les financiers du cinéma. Donc voilà. C'est un système qui est effectivement d'une simplicité biblique et qui est à la fois extrêmement complexe. Et dès qu'on tire un fil, il y a un truc complètement à l'autre bout du système qui bouge, etc. Donc il est primordial. C'est très compliqué d'avoir une idée, de dire bah, c'est simple, il faut faire comme ça. C'est jamais simple, malheureusement, même si le principe, lui, il est effectivement très simple. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Vous aurez l'occasion d'intervenir à nouveau. Il n'est que temps que je donne la parole, évidemment, aux députés de la commission et d'abord aux orateurs des groupes pour 4 minutes. Marcel Rogemont pour le groupe SRC à la parole. Nous voilà conduits aujourd'hui à mener un débat collatéral au départ d'un citoyen français pour la République de Mordovie. Il y avait d'ailleurs urgence à ce que M. Poutine permette à la Mordovie d'acquérir un nouvel habitant, puisque cette République, depuis des années et des années, perd de sa population. Plus sérieusement, et sur ce propos, nous sommes interrogés sur le financement du cinéma, qui pourrait être dispendieux. À ce point, on pourrait peut-être rappeler à M. Maraval cette phrase « On n'aime point avoir ceux à qui l'on doit tant ». J'en viens maintenant au sujet propre. La lente construction d'un dispositif français de financement du cinéma est née des accords Bloomberg, en réaction à ces accords Bloomberg qui avaient supprimé le contingentement des films américains. À partir de là, création du CNC, quelques mois plus tard. Le résultat, aujourd'hui, c'est une cinématographie française qui s'expose auprès de 40% du public, une filière cinématographique de qualité qui emploie de nombreuses personnes. C'est un secteur économique qui compte, parce que non seulement il s'agit d'argent, mais il s'agit aussi du sens. Le président de l'ARP le rappelait tout à l'heure. Existe-t-il un autre pays hors des États-Unis qui connaît une cinématographie aussi forte? On les cherche. Et si on les cherche, on trouvera peut-être la Corée du Sud, qui a un dispositif totalement comparable au nôtre, qui est venu d'ailleurs copier le nôtre, et le président Garando a rappelé cela. Dès lors, le débat sur les rémunérations des acteurs risque d'être très anecdotique au regard d'un fonctionnement d'une filière. En effet, si des télévisions qui financent en moyenne plus de 30% les films cherchent des têtes d'affiche pour capter les téléspectateurs de la première partie de soirée, qui peut les en empêcher? Les gros cachets, Madame Joëlle Farchi le rappelait tout à l'heure en rappelant Adam Smith, sont quand même en nombre réduit. J'en viens maintenant à mes questions. Nous devons être attentifs plus encore à faire vivre une filière. Je voudrais donc poser quelques questions éparses. La première au président du CNC. Une cité du cinéma se met en place, le CNC la finance, il pourrait nous en dire quelques mots. De même, on a rappelé, et le président Bloch le rappelait en tout début en introduction, que la représentation nationale avait revu les dispositions fiscales. Peut-être que le président Garando pourrait nous en dire quelques mots lui aussi sur la façon dont ces dispositions fiscales sont ressenties, ce qu'on peut en attendre, et notamment si des pays autres que la France peuvent avoir des dispositions fiscales plus efficaces que les nôtres. Chacun sait l'efficacité économique de ces niches fiscales. Les SOFICA aussi, vous en avez parlé rapidement, et je crois que c'est utile d'en parler, puisque là aussi, ils participent au financement. 104 films ont été financés pour une moyenne de 350 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Ça montre en même temps que le CNC n'est pas à lui seul l'alpha et l'oméga du financement du cinéma, et qu'il y a à côté un environnement, et c'est peut-être plus généralement sur cet environnement que je demanderai au président du CNC de revenir. Par ailleurs, on peut regretter que le financement du cinéma par le CNC, qui repose sur des taxes affectées, participe au financement du budget général. Ce faisant, l'objectif des taxes
est contraire à leur destination et fragilise la position de la France sur le plan européen, vous l'avez bien entendu rappelé. Je veux aussi rappeler une chose simple, c'est que tout argent qui passe par le CNC ou pas, c'est de l'argent public, fût-il affecté, et qu'il est payé par des contribuables, quels qu'ils soient, même si ce sont des contribuables et pas le contribuable. Je voudrais maintenant revenir au président de l'ARP, lui poser quelques questions. D'abord, inviter ses réflexions sur les droits patrimoniaux des œuvres audiovisuelles, tant il est vrai qu'actuellement les chaînes de télévision sont sans cesse à nous rappeler que le fait de ne pas disposer des droits patrimoniaux sur les œuvres qu'elles financent, pourtant largement, les pénalise par rapport aux autres télévisions. Comment le président de l'ARP situe-t-il cela, notamment parce qu'il se compare aux Britanniques et aux Allemands? Par ailleurs, des voix aussi s'élèvent pour appeler notre attention sur l'émiettement de la production audiovisuelle au point de ne pas avoir toujours des producteurs, dit-on, avec les moyens suffisants pour créer notamment des séries en nombre suffisant. Voilà, au bout du compte, nous voulons plutôt parler du cinéma, non avec les paillettes et les starlettes, mais comme un pan de notre activité pourvoyeuse d'emplois, de richesses. Pour conclure, je salue aussi les propos de Joël Farchi sur les outils pédagogiques. Qu'en est-il d'ailleurs de l'éducation à l'image, notamment dans l'éducation nationale, mais vous êtes à l'université, et tant il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde marqué justement par l'image. Merci Marcel Rogemont, qui co-préside le groupe d'études sur le cinéma à l'Assemblée nationale avec Michel Rabillon, à qui je vais donner la parole, mais lui qui intervient au nom du groupe UMP. Voilà. Je signale d'ailleurs que nos collègues de l'UMP se retrouvent à nouveau dans le même groupe, puisque je n'aurai pas d'intervenant du groupe RUMP. C'est le grand changement de 2013. Michel. Le changement, c'est maintenant, Monsieur le Président. Avec bonheur, Michel Rabillon. Ouais. Vous avez plein de beaux projets de loi à voter quand vous le voulez, hein, notamment au mois fin janvier. Voilà. Bien, Monsieur le Président, d'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé cette table ronde parce que ça a permis à notre commission, dans des délais extrêmement brefs par rapport à la polémique qui est née il y a quelques semaines, d'échanger sur un sujet qui est absolument essentiel, bien entendu essentiel dans la préoccupation de notre commission. Vous avez rappelé très justement en propos liminaire l'actualité de ces sujets, mais essentiel pour notre pays, pour l'image de la France, mais pour la place de la création de notre pays et aussi pour ce que ça représente, ça a été dit, en termes comme une industrie pourvoyeuse d'emplois et de richesses et d'activités, et aussi d'aménagement du territoire. Vous avez très justement rappelé les éléments récents de l'actualité de notre commission sur les questions du cinéma. Vous avez, je vous en remercie, évoqué une actualité aussi immédiate, c'est la création de ce groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle qui a été accepté par le président et le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui me permet de dire avec mon coprésident Marcel Rogemont que nous lançons un appel à l'ensemble des collègues députés, non seulement de la commission, mais au-delà, pour rejoindre ce groupe d'études. Je voudrais juste rappeler aussi, ça a été évoqué d'un mot par le président Garando et par Michel Hazanavicius, une actualité un tout petit peu plus ancienne, mais c'est aussi l'honneur de notre Assemblée, et je ne dis pas ça très franchement parce que j'en ai été le rapporteur et l'auteur, de rappeler que nous avons voté lors de la précédente législature sans aucune opposition, ce qui n'est pas fréquent sur les textes culturels, mes chers collègues, vous le savez, nous avons voté sans aucune opposition une loi qui permet de numériser les salles de cinéma et qui permet de dire et de constater, à peine 2 ans après le vote de cette loi, que, je parle sous le contrôle d'Éric et d'Audrey Azoulay, près de 80% des salles de cinéma en France sont aujourd'hui numérisées, un peu plus. J'avais le chiffre d'avant-hier soir, excuse-moi. 90% des salles de cinéma sont aujourd'hui numérisées en France, ce qui fait du cinéma français un des cinémas les plus numérisés au monde et le plus numérisé en Europe. C'est aussi ça, le cinéma français, sa vitalité. D'un mot, Monsieur le Président, sans faire trop long,
pour vous dire que nous nous inscrivons évidemment dans le soutien total à cette belle histoire, pour reprendre la très belle expression de Joël Ferchy, à ce modèle français abondamment copié partout, qui est le système qui a été rappelé, le système de financement du cinéma. Nous soutenons ce système. C'est un dispositif qui est vertueux, même s'il y a toujours des aménagements et des améliorations à faire. C'est un système qui est vertueux, qui est sain, qui est redistributif. Je ne reviens pas sur son descriptif, il a été excellemment fait par les trois personnalités qui sont venues pour cette table ronde. Je crois que nous sommes très attachés aussi à préserver un modèle sur le plan culturel, un modèle de ce qu'on appelle la diversité culturelle ou l'exception culturelle, qui est une des particularités de la France dans le domaine culturel. C'est aussi une industrie, je veux juste dire, ça a été dit en fin de propos par le président de l'Art, par Michel Hazanavicius, c'est que il y a énormément d'excellents cinémas qui sont morts sous nos yeux. Sous nos yeux. Le cinéma italien, le cinéma polonais, le cinéma tchèque, des cinémas européens, ou d'autres cinémas, par discrétion, je ne les citerai pas, qui vivotent par rapport à la vitalité du cinéma français. Et je crois que c'est important de dire cela, parce que ça fait partie des fausses idées dont il faut tordre le cou, comme l'a fait très bien le président Éric Garando sur un certain nombre de dispositifs. Alors j'en viens à un certain nombre de questions, parce que je n'imagine pas que Éric Garando, qui a été à la fin interrompu dans son propos, n'aurait pas abordé la question quand même des aménagements qui doivent être mis en place par rapport au dispositif. Je crois que ça intéresse les membres de notre commission, et c'est ça la question que je voudrais lui poser. Qu'est-ce qu'il faut aménager dans le système actuel? Qu'est-ce qui doit évoluer? Est-ce que le système actuel permet de faire émerger de nouveaux talents? Vous l'avez évoqué à la fin de vos propos, Monsieur Hazanavicius, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet. Est-ce que la question qu'on résume tout le temps sur le cinéma français est un cinéma à deux vitesses, il y a un cinéma d'auteur et un cinéma grand public, est-ce que ça fait partie aussi des fausses idées ou des canards dont il faut tordre le cou? Est-ce qu'il faut faire moins de films? Et enfin, la dernière question que je voudrais poser, elle est tout à fait cruciale. Et je serais très intéressé de vous entendre sur ce sujet. Comment faire participer le numérique au financement du film? Je crois que c'est une question essentielle parce qu'elle est devant nous, enfin elle est même à notre porte, et il faut véritablement qu'on imagine, qu'on anticipe ce système, parce qu'on ne peut pas rester, de mon point de vue, dans le dispositif actuel. Et enfin, j'en termine, Monsieur le Président, ça a été évoqué à la fin de son propos excellent par Madame Farchi sur la pédagogie qu'il conviendrait de faire, les outils d'évaluation qu'il faudrait mettre en place. Je crois vraiment, s'il y a autant de fausses idées qui circulent, c'est probablement que nous, collectivement, et je m'adresse aussi à vous, on a peut-être une responsabilité nous-mêmes à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas assez bons pour faire connaître les dispositifs actuels du système, puisque finalement, on l'a vu dans la polémique récente, bien entendu, il y avait d'autres éléments exogènes que tout le monde a en tête qui ont contribué à faire naître et à faire développer cette polémique, mais il est tout de même dommage qu'une très grande partie de nos compatriotes très attachés au système français, aimant le cinéma, n'ont peut-être retenu qu'une chose dans la polémique actuelle, c'est qu'il y a des acteurs qui sont trop payés, et comme ceci s'est catapulté avec l'affaire, comment s'appelle celui qui est Depardieu, voilà. Non, mais parce que mon collègue m'a troublé avec son évocation quasi soviétique d'un grand acteur français quand même. Mais je crois que toute la polémique sur le cinéma s'est catapultée avec cette affaire. Voilà. Donc il faudrait revenir à un peu plus d'objectivité et d'évaluation. Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel Herbillon. Pour le groupe écolo, Giste, Isabelle Attard. Oui, enfin, je ne sais pas. Isabelle Attard
n'a pas levé la main, mais ah si, ah bon, pardon, je suis désolé, j'avais pas vu la main se lever. Donc c'est bien Isabelle Attard pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président. Je profite que j'ai le micro pour vous souhaiter à tous une bonne année. Je pense que c'est le moment. Et puis je fais juste une toute petite remarque, c'est que heureusement qu'il y a eu les derniers propos de Michel Hazanavicius, parce que je pense que sinon le débat aurait été un petit peu biaisé par un consensus autour des propos tenus. Et un vrai débat demande aussi une critique et des paroles un petit peu différentes. Les écologistes tiennent à protéger l'exception culturelle, tout en restant vigilants pour que cette dernière ne serve pas à cacher un système trop corporatiste. Nous constatons qu'aujourd'hui, le système mis en place pour protéger cette exception culturelle a abouti au fait que le cinéma dépend de la télévision, c'est-à-dire d'un nombre très restreint d'acheteurs travaillant pour quelques chaînes de télévision. L'obligation de financement, couplée à la peur de la prise de risque, aboutit ainsi à un surfinancement de films à la qualité moyenne. Nous voyons dans ce système un déséquilibrage. Nous ne considérons cependant pas que le modèle soit à jeter, mais à réviser pour garder ses nombreuses qualités tout en corrigeant ses défauts. Cela veut dire que nous soutenons le choix politique de soutenir le cinéma, comme plus globalement la culture, par exemple, comme l'a rappelé notre président Patrick Bloch, au travers de taux de TVA réduits, mais que cela ne doit pas se faire sans esprit critique. Ainsi, nous soutenons plusieurs propositions qui ont été faites lors des débats actuels pour réformer les défauts du modèle français du financement du cinéma. Nous sommes notamment en accord avec la proposition de Vincent Maraval de réformer le système de rémunération des stars du cinéma. Je cite, « Limitons à 400 000 € par acteur, et peut-être un peu plus pour un réalisateur, assorti d'un intéressement obligatoire sur le succès du film, le montant des cachets qui qualifie un film dans les obligations légales d'investissement des chaînes de télévision. » Nous souhaitons aussi que le poids du financement du cinéma soit mieux réparti entre les différents acteurs qui bénéficient de la filière. Ainsi, nous reprenons l'analyse d'Olivier Alexandre qui dit « Face à la démocratisation d'Internet, la logique voudrait que les revendications portent sur l'entrée des acteurs de la net économie dans l'équation, par un système d'imposition et d'obligation d'investissement profitable aux industries culturelles qu'elles mettent en péril. De plus, nous souhaitons que la chronologie légale des médias, nous en avons juste abordé avec M. Éric Garando, soit complètement revue pour permettre aux spectateurs d'accéder très rapidement aux films en vidéo à la demande, c'est-à-dire en VOD, pour faire en sorte que les distributeurs et les exploitants ne soient pas pénalisés financièrement par une telle mesure. Il faudrait leur donner la responsabilité de posséder leur propre support de VOD de façon mutualisée et de se répartir les recettes d'exploitation. La VOD doit en effet trouver sa place dans le système d'exploitation des films et cela ne pourra se faire qu'à la condition que cette chronologie soit remise à plat. La commissaire européenne Androula Vassiliou a d'ailleurs lancé une initiative visant à évaluer les avantages de la sortie des longs métrages classés art et essai, simultanés au cinéma et à la télévision, sur les plateformes de vidéo à la demande et sur Internet. Le journaliste américain David Pogg a écrit un article édifiant. Sur les 10 films les plus téléchargés durant l'année 2011, aucun n'était disponible en téléchargement légal aux USA en août 2012. En France, un seul était disponible. Face à cette totale insuffisance de l'offre légale, face à cette impossibilité de rémunérer la chaîne de création du cinéma, les internautes sont contraints à la copie illégale. Je vous invite juste à consulter le site jevouloispapirater.tumble.com qui répertorie de nombreuses mésaventures de clients découragés. Les consommateurs sont prêts à payer pour une offre de VOD attrayante. C'est ce que les millions d'euros récoltés par Mega Upload ont démontré. Évidemment, cette entreprise douteuse n'a rien versé aux artistes. Mais qu'attendent les studios de cinéma pour proposer un système aussi simple et efficace alors que la technologie existe ? Enfin, il me paraît nécessaire de rappeler quelques contre-vérités sur le soi-disant piratage. Et là, sensible à ce vilain mot, attention, le piratage allait tuer le cinéma. Il n'y a jamais eu autant d'entrées dans les salles. Le piratage allait tuer la production cinématographique. On s'inquiète aujourd'hui d'une surproduction. Le piratage allait donner l'habitude du tout gratuit aux citoyens. Il est aujourd'hui démontré que ceux qui partagent des œuvres culturelles sur Internet ont un budget de dépenses culturelles supérieur au reste de la population, et c'est une étude Adopi qui le montre. Le piratage allait empêcher les grands succès. Les films continuent de battre des records d'audience et de revenus. Enfin, le piratage allait empêcher le tournage de petits films,
Des études concordantes montrent que la mise à disposition gratuite est le meilleur moyen de sortir un film de l'anonymat et donc de générer des revenus. Vous en avez parlé précédemment. Il est donc temps de cesser de parler du problème du piratage, voire même de piratage tout court. Il s'agit de partage, j'irai jusqu'au bout de mes propos, il s'agit de partage et principalement de partage non marchand entre citoyens, ce qui a toujours existé. Le jour où les majors cesseront de dépenser des millions en mesures anti-piratage, cet argent sera disponible pour rémunérer les créateurs. Enfin, la réflexion sur la modernisation du modèle de financement du cinéma doit se faire en parallèle avec celle du modèle de financement de l'audiovisuel public. Nous nous retrouvons donc ainsi dans l'analyse d'Olivier Bomsel. Le service public doit abandonner la contrainte de l'audience pour devenir un outil d'innovation. Il doit investir là où les autres ne peuvent pas le faire, sur les séries par exemple. Ensuite, il me paraît essentiel que les chaînes puissent devenir propriétaires et gestionnaires des droits des films et séries qu'elles cofinancent, ce qui est impossible depuis les décrets TAS 90. À l'époque, il s'agissait de limiter le pouvoir des chaînes de télévision en confiant les droits aux producteurs indépendants. En finançant le cinéma, les chaînes françaises n'achètent donc que des créneaux de diffusion. Leur seul actif est la valorisation instantanée par la diffusion et les revenus publicitaires qui en découlent. Seul Canal+, avec Studio Canal, détient un catalogue de films. Or, ce sont ces catalogues qui ont aujourd'hui une valeur dans une économie qui se recompose autour de la VOD. Les écologistes souhaiteraient donc qu'un débat ait lieu sous l'égide du CNC sur les évolutions du modèle de financement du cinéma français, non pour le mettre en cause, mais bien pour le rendre encore plus vertueux. Je vous remercie. Merci Isabelle Attard. Alors ça tombe bien parce qu'il y a 3 députés inscrits et le premier d'entre eux, c'est Franck Riester. Donc ça, c'est parfait pour une controverse. Voilà. Merci Monsieur le Président. J'ai même cru que ma collègue allait finir par dire que le piratage était la solution des problèmes du cinéma. Mais je ferme cette petite parenthèse pour vous saluer l'initiative qui était la vôtre, Monsieur le Président, de réunir cette table ronde, en remerciant les intervenants qui sont venus et en remerciant particulièrement Monsieur Hazanavicius, parce que c'est vraiment essentiel que les professionnels du cinéma, d'ailleurs comme de toutes les industries culturelles ou toutes les filières culturelles, puissent venir parler de leur métier devant la représentation nationale. C'est essentiel, ce n'est pas toujours suffisamment le cas. Et je vous remercie donc d'être présent. Parce que c'est vrai qu'il faut faire de la pédagogie, énormément. Alors, aux députés de la Commission des affaires culturelles, mais franchement, comme vous avez pu le constater, ils sont plutôt acquis à votre cause, même s'il y a effectivement des choses sur lesquelles il faut travailler ensemble. Mais beaucoup de pédagogie auprès de nos autres collègues, notamment de la Commission des finances, qui n'ont pas toujours une vision aussi positive du fonctionnement du cinéma et de son mode de financement. Et donc, tout ce qui peut aller vers davantage de pédagogie va dans le bon sens. Et donc, je vous propose et je suggère qu'on aille beaucoup plus loin parce que je crois vraiment qu'un des problèmes de la difficulté de nos collègues de comprendre ce mode de financement du cinéma, c'est souvent parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de transparence. Et j'ai entendu le président du CNC nous dire à quel point il était attaché à ça. Je crois qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Parce que, comme l'a dit Michel, il y a souvent des idées reçues ou des fantasmes qui sont véhiculés par faute d'information. Vous savez quel est l'attachement qui est le mien à l'ouverture des données publiques. Plus vous serez transparent, à la fois sur les dispositions que vous prenez, sur les actions que vous menez, et aussi sur le financement du CNC, les comptes du CNC, moins il y aura de fantasmes et d'idées reçues. Deuxièmement, et là je vous rejoins, chers collègues, il faut absolument travailler sur la façon dont on met en ligne les productions audiovisuelles, la façon dont le cinéma est accessible sur Internet. Il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits en matière d'offres légales, et là je m'inscris en faux. S'il n'y a pas de lutte contre le téléchargement illégal, contre le piratage, il n'y a aucune possibilité que demain il y ait suffisamment de financement issu de la consommation de cinéma ou de biens audiovisuels sur Internet. Et donc c'est essentiel de continuer le combat contre le piratage à travers notamment la pédagogie. Mais quelles sont, et c'est ma question, les pistes d'amélioration de la chronologie des médias que vous avez menées ou que vous menez ou que vous envisagez, et quelles sont aussi, et ça c'est important, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marcel Rogemont, quelles sont les évolutions aussi que vous envisagez avec les partenaires du cinéma sur la question de la coproduction cinématographique avec les chaînes de télévision, parce que si on veut que demain il y ait davantage de chaînes de télévision qui mettent spontanément de l'argent dans les productions, il faut peut-être voir de quelle manière elles pourront demain être vraiment des coproducteurs de ces productions, ou coproductrices plus exactement.
Merci Franck Riester. William Dumas. Merci, Monsieur le Président. Nos trois intervenants ont défendu et rappelé les vertus de notre système que beaucoup de pays nous envient. Et M. Garando nous a dit d'ailleurs que notre modèle était simple et qu'il faisait école. Vous avez raison, mais pour autant, n'est-il pas nécessaire, pour revenir à ce que disait notre précédent collègue, que notre système, n'est-il pas nécessaire pour que notre système perdure, qu'il y ait peut-être encore plus de transparence dans les modes de financement vis-à-vis du public et de tout le monde? C'est une première question. En ce qui concerne les cachets, et là je rejoins un peu ce qu'a dit le producteur, peut-être faut-il intéresser effectivement les acteurs aux recettes. Je pense que ce serait, à mon point de vue, logique. Et j'ai une dernière interrogation, question à vous poser, elle concerne les avances, qui, paraît-il, sont peu souvent remboursées entre 10 et 12% d'après un rapport de l'inspection des finances. Ça voudrait dire, théoriquement, si c'est comme ça, que la plupart des films qui ont reçu des avances, je crois qu'il y en a une cinquantaine par an, ne sont pas rentables. Est-ce que c'est véritablement la réponse? Merci. Merci. Alors, j'ai François de Mazières, Christian Kert qui veut faire une petite intervention. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? On clôt. François de Mazières. Oui, je voudrais reprendre les propos de Michel Arbillon et de Franck Riester. D'abord pour vous remercier d'avoir effectivement organisé cette audition tout à fait passionnante. Et vos interventions étaient extrêmement complémentaires. Alors je crois que tout le monde est d'accord pour souligner la chance exceptionnelle que nous avons à ce dispositif de financement du cinéma français qui est tout à fait exceptionnel et envié de tous. Maintenant se pose aujourd'hui un sujet très concret, c'est comment faire participer les nouveaux entrants. Et au fond, c'est vraiment le cœur du sujet, on le voit bien. Comment faire participer le numérique? Vous l'avez dit, mais peut-être par discrétion et peut-être parce que des choses ne peuvent pas être encore dites, vous n'y avez pas vraiment répondu. Parce que ceci est lié, vous l'avez évoqué, Monsieur Hazanavicius, c'est la question finalement de la fenêtre de diffusion. Tout est lié. Aujourd'hui, Canal+ peut diffuser à une fenêtre de réservation de 10 mois. On sait qu'à l'inverse, les chaînes publiques doivent attendre 2 ans avant de pouvoir diffuser. Il y a donc là des curseurs qu'il faut sans doute aujourd'hui ajuster. Je pense que vous y réfléchissez en permanence. Ça sera intéressant pour nous que vous nous éclairiez sur vos propositions. Vous l'avez évoqué à un moment, vous avez dit au fond, il y a la vidéo à la demande. On aimerait bien, nous qui réalisons des films, nous aimerions bien pouvoir faciliter finalement cette vidéo à la demande. Et donc, tout de suite, on rentre dans cette question de la fenêtre de diffusion. Donc, vraiment, on aimerait vous entendre. Et nous avons entendu le brio habituel de notre président du CNC. Je suis sûr qu'il va nous expliquer ça parfaitement, en accord avec la vision d'un réalisateur qui a ô combien réussi, et je tiens aussi à m'associer au plaisir qu'on a eu à voir son dernier film. Deuxième question, totalement autre sujet, mais tout de même, il y a eu une ponction sur le CNC de 150 millions d'euros, c'est pas rien. Il faudrait tout de même nous dire comment vous avez géré cette ponction, ce qui n'est pas facile pour un président d'établissement. Il m'est arrivé à un moment de gérer un établissement public culturel. Quand on est ponctionné, alors certes 150 millions, il n'y a que le CNC qui peut être ponctionné d'autant. Mais comment on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on ralentit le plan de numérisation? Voilà, c'est aussi une question que nous avons tous en tête parce que nous aimons énormément le cinéma, que nous sommes conscients que c'est l'image de la France et que nous sommes tous là pour le soutenir. Merci François de Mazières. Christian Kert. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, je rebondis sur l'une des questions de Michel Herbillon qu'il a à peine esquissé, le nombre de films. Comme dans l'édition française à laquelle on reproche souvent d'éditer trop de titres, parmi toutes les rumeurs qui ont couru, on a beaucoup dit que ce qui pouvait porter atteinte au cinéma français, c'était le trop grand nombre de films que l'on finance. Quelle est réellement l'opinion de nos intervenants? Et puis, puisque notre commission se préoccupe beaucoup en ce moment des métiers artistiques, est-ce que l'un des intervenants, peut-être le réalisateur,
pourrait nous dire qu'est-ce qu'il en est, non pas de ceux qui sont les mieux payés, mais de ceux qui le sont beaucoup moins, peut-être de toute l'armée des petits, des sans grades qui participent pourtant à la richesse d'un film, à son succès éventuellement. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'au cours des dernières années, le sort économique de cette population-là s'est amélioré, ou au contraire, est-ce qu'elle est entrée dans la difficulté? Merci Christian Kert pour la bonne information de nos intervenants. La Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a lancé conjointement avec la Commission des affaires sociales une mission d'information sur l'emploi dans les métiers artistiques et prenant en compte évidemment et en ayant à l'esprit le fait que nous avons un rendez-vous en fin d'année avec donc la convention UNEDIC qui est à nouveau posée l'avenir des annexes 8 et 10 sur l'intermittence. Christian Kert a accepté d'en être le président, voilà, et Jean-Patrick Gilles en est le rapporteur. Donc je vous propose dans le temps, voilà, dans les 20 minutes qui nous restent, de pouvoir à trois réagir à ce qui a été dit. Qui veut intervenir le premier? Peut-être Michel Hazanavicius, voilà, pour prendre peut-être un ordre différent. Donc ça va être une réponse un petit peu globale et pas à chaque question évidemment vu le temps qu'on a. Sur la chronologie des médias, donc je pense que je ne crois pas que ce soit une bonne manière de prendre 3-4 analyses qui vont dans le sens dans lequel on a envie d'aller et d'en faire d'en faire quelque chose qui serait la solution de manière, voilà, comme si tout était simple. Je pense que c'est compliqué dans le sens où quand on bouge la chronologie des médias, nécessairement se pose la question du financement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever la fenêtre d'exclusivité de l'un des acteurs de la chronologie des médias pour lui dire après, tu continues de financer comme si de rien n'était. Cependant, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut réfléchir, comme je l'ai dit, à comment trouver de manière harmonieuse et vertueuse un mode de financement et de diffusion, puisque c'est les deux, c'est la main droite et la main gauche, comment trouver l'harmonie avec ces nouveaux entrants. À titre indicatif, nous, à l'ARP, on fait partie d'un programme d'expérimentation où on essaye effectivement de sortir des films d'une certaine économie en même temps en salle et sur des plateformes VOD. Ce qui est un petit peu compliqué toujours, que l'on parle de la convention collective, que l'on parle de la diffusion, que l'on parle du financement, etc., c'est qu'on a quand même, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, d'ailleurs pas seulement le cinéma, une espèce de radicalisation du marché, des films de moins en moins chers et des films de plus en plus chers. Ce qui fait qu'au final, on a vraiment deux métiers qui sont pratiquement différents, deux économies qui sont très très différentes, et il est compliqué de penser en globalité avec un système qui serait bon pour tout le monde. Quand on a un film qui est fait à moins de 2,5 millions d'euros, c'est un chiffre qui est arbitraire, mais on a évidemment un budget de sortie qui est en rapport avec le budget de production. C'est des films qui sont condamnés à ne pas faire un gros score. Ils n'auront pas beaucoup de spectateurs. Ils vont pour la plupart être marqués du sceau de l'échec le mercredi à 14h. C'est des films où on va dire ils se sont plantés et pour toute leur vie, parce qu'un film, je tiens à le rappeler aussi, n'a pas qu'une vie. Il a une première exploitation et après il vit des différents passages télé, les ventes à l'étranger, etc. Ces films-là sont marqués du sceau de l'échec tout de suite. Une des propositions, justement, c'est de dire que pour les films de cette économie-là, on peut réfléchir à utiliser le numérique comme un outil soit partenaire de la salle, soit parfois même un outil promotionnel. À titre personnel, je suis vraiment pas contre réfléchir à des sorties même en amont, c'est-à-dire commencer à travailler le film sur le net, sur des plateformes VOD, de manière à optimiser sa sortie en salle. C'est-à-dire qu'on n'a effectivement peut-être pas les moyens de matraquer d'affiches et d'émissions de télé, etc., etc. Mais par contre, on peut optimiser, créer le fameux bouche à oreille. On a le temps de le créer sur le net. Donc, il y a des expérimentations qui sont, pour répondre aussi à votre question, qui sont en route et qui essayent de réfléchir justement sur... voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue industriel, on se heurte à des blocages de distributeurs et d'exploitants qui, eux, veulent sacraliser la salle, c'est-à-dire pour qui le film doit aller en priorité dans la salle. Et on ne peut pas faire
comme si leur voix n'avait pas d'importance. Il faut aussi écouter. C'est pas seulement des financiers, c'est des acteurs importants du cinéma. Une autre piste de réflexion sur comment faire participer les acteurs du numérique au financement. Moi, il me semble qu'il y aura un travail sémantique à faire qui est, je pense, absolument primordial. C'est-à-dire que posons-nous la question. Enfin, quand on regarde dans le dictionnaire au mot télévision, la définition de la télévision, c'est la transmission d'images et de sons à distance. Point. C'est quoi Internet dans son énorme, dans ses plus grandes utilisations, dans ses plus grandes applications? C'est exactement ça. Penser que Internet n'est de la télévision que quand elle se présente comme un canal de diffusion des chaînes traditionnelles de télévision, je pense que c'est une erreur. YouTube, par exemple, aujourd'hui, qui n'est pas considéré comme une chaîne de télévision, s'affiche avec des nouvelles chaînes. Enfin, c'est de la télévision. J'ai regardé les nominations aux Oscars il y a 3 jours, je les ai regardées en direct sur YouTube. C'était pas une chaîne de télévision, pourtant ils font de la télévision. Tous ces sites, tous ces hébergeurs agissent comme de la télévision, ont des pratiques de télévision, se présentent en termes de marketing comme des chaînes de télévision, sont utilisées par les consommateurs comme des chaînes de télévision, mais elles ne se nomment pas télévision et de fait ne tombent pas sous les obligations qu'on demande aux autres chaînes de télévision. De la même manière, ceci, par exemple, vous m'auriez demandé il y a 5 ans ce que c'est, je vous ai répondu, et je pense que tout le monde aurait répondu aussi, c'est un écran. Mais en fait, ils n'ont pas dit on vend des écrans, ils ont dit on vend des tablettes. Alors, du coup, c'est des tablettes, quoi. Mais c'est quand même une arnaque sémantique. Ceci est un écran, je tiens à le rappeler. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il y a un énorme travail pour renommer les acteurs du numérique par rapport à leur fonction et non pas par rapport à la dénomination qui se sont données eux-mêmes. Je crois que ce serait quand même une piste très intéressante pour remettre les choses dans l'ordre et pouvoir retravailler sur des principes simples. Et voilà, je finis très vite pour répondre à votre question sur Ce sont des métiers, comme j'ai essayé de le rappeler au début, où quand même la majeure partie des gens sont mus par des motivations artistiques, culturelles, les gens qui veulent faire des films. On accepte tous. Moi, vous saluez les films qui ont marché, je vous en remercie, mais ça fait 25 ans que je travaille en vérité. Et pendant 25 ans, je n'ai pas gagné énormément d'argent, ce qui explique sans doute que quand vous pouvez en gagner, vous le prenez. Mais mis à part ça, par exemple les acteurs, mon frère est acteur, quand il a commencé à vouloir être acteur, il avait 17-18 ans, il y avait une ribambelle de mecs qui voulaient tous être acteurs, et ils étaient tous dans les cours, etc., etc., etc. Au final, 30 ans après, très peu sont restés acteurs. Plein ont fait d'autres choses, etc. Donc il y a quand même... C'est des métiers où il faut une espèce de volonté, etc. Et où les gens sont prêts à faire... Et font, dans l'immense majorité des cas, d'énormes sacrifices. C'est des gens qui ne sont pas immensément riches. Donc, pour revenir à les acteurs sont trop payés, le libellé est évidemment ultra démagogique et complètement faux. La majeure partie des gens, des techniciens, etc., ceux qui travaillent, ça va. Le problème, c'est ceux qui travaillent effectivement beaucoup moins. Mais quand même, pour la plupart, en tous les cas, autour de moi, les réalisateurs que je connais, etc., aussi difficile que ce soit, c'est un choix de vie pendant très longtemps. Et c'est un choix de vie qui fait qu'on accepte aussi on accepte à des moments enfin, on sait qu'on n'a pas signé comme étant des fonctionnaires. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, on accepte aussi des risques inhérents. Et quand ce n'est plus acceptable, on change de métier. Merci. Éric Garandot. Et le mot de la fin sera pour Joël Farchi. Oui. Alors, évidemment, l'ensemble des questions qui ont été évoquées nourriraient plusieurs jours de débat. Et j'en profite tout de suite pour indiquer ce que comme l'introduisait quasiment Michel Herbillon, c'est que la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a souhaité que, suite à cette polémique, mais suite aussi à d'autres sujets qui sont en discussion,
nous puissions organiser des assises pour la diversité du cinéma. Alors le 23 janvier, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera évidemment le début de ces assises. Donc il y aura une demi-journée en fait l'après-midi, donc toute l'après-midi jusqu'au soir sera consacrée à examiner en fait toutes les questions dont on vient de parler et qui non seulement évidemment portent sur la question des cachets, des budgets des films, de la rentabilité des films, mais aussi de financement des films dans toute leur diversité. Donc c'est un processus ensuite qui va s'étendre sur plusieurs mois, probablement jusqu'à l'été, avec évidemment un groupe de suivi qui se mettra en place pour approfondir le traitement de chacune de ces questions. Donc voilà, il y a un processus évidemment qui va se mettre en place, évidemment, qui est ouvert aux élus du Parlement et qui pourront évidemment assister à ces travaux et nourrir évidemment ces échanges, et on sera évidemment toujours disponible pour venir expliquer l'avancement de ces discussions. Alors je réponds quand même un peu sur le fond quand même, parce qu'il y a beaucoup de questions. D'abord, quand on a indiqué que le système français, il est sain, il est solide, il est robuste, il est adapté, il est moderne et il est imité, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut le maintenir intact et qui ne doit pas bouger. C'est même exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'on fait évoluer en permanence chaque jour ce système et qu'on prend en permanence des décrets, des arrêtés, des décisions, des délibérations du conseil d'administration et qu'on change. Et c'est vraiment du fine-tuning, je ne sais pas quelle est l'expression française, mais enfin un ajustement permanent de tous les paramètres des différents soutiens et des paramètres fiscaux, puisqu'on vous saisit très régulièrement de demandes de modification sur nos taxes. C'est parce que ce modèle évolue en permanence qu'effectivement il est resté pertinent 65 ans avant sa création. Si on avait raté le virage de l'audiovisuel dans les années 80, si on avait oublié de taxer les chaînes de télévision, si on avait oublié de créer un compte de soutien pour les industries de programmes audiovisuels, puisqu'il y a quand même la moitié de notre activité qui consiste à financer des programmes qui ne sont pas du cinéma, mais qui sont de la télévision, qui sont aujourd'hui des web-programmes, des web-séries, des web-fictions et même du jeu vidéo, des clips. Donc on a toute une activité évidemment dont il faudrait aussi pouvoir parler. Si on avait raté en 2007 le tournant du numérique en n'étendant pas la taxe sur les nouveaux entrants. Et si on rate aujourd'hui, c'est en 2013, le fait de pouvoir valider ce que vous avez voté en 2011, même dans des formats un petit peu ajustés, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les opérateurs de télécommunications, y compris Free, qui, comme vous le savez, a trouvé le moyen de contourner la taxe, eh bien, si la Commission ne valide pas cette taxe, il est évident qu'on sera en très grave difficulté financière. Là, je rebondis aussi sur la question de monsieur le député François de Mazières sur la situation de nos finances en 2013. Donc effectivement, on est toujours positif et optimiste, mais on est évidemment très inquiet sur notre possibilité d'atterrissage fin 2013, du fait qu'on a à la fois ce prélèvement des 150 millions d'euros décidé par l'État et par ailleurs une incertitude fiscale qui dépasse 100 millions d'euros sur cette partie de la taxe sur les services de télévision, celle qui concerne les nouveaux entrants. Donc cette taxe est à la fois le symbole, je dirais, de l'adaptation du CNC à cette nouvelle donne numérique et aussi le symbole de la difficulté qu'on a, mais qui va certainement être surmontée avec l'effort de tous pour continuer à transposer ce modèle. Et je dirais que c'est d'autant plus nécessaire de transposer ce modèle au niveau de la fiscalité et au niveau de l'alimentation du compte de soutien. Je rappellerai d'ailleurs que certains ont dit que le compte de soutien a augmenté fortement. Bon, déjà, il a diminué puisqu'il est passé de 800 à 700 millions d'euros en un an. Et par ailleurs, il a été multiplié par 3 selon les 20 dernières années, pardon, alors que l'économie audiovisuelle a été multipliée par 5. Donc on a évidemment un besoin que notre compte de soutien évolue, je dirais, en proportion de l'économie audiovisuelle dans laquelle il s'inscrit, puisque sinon, la demande de programmes, elle ne peut pas être nourrie par une offre de programmes français et européens suffisante. Et évidemment, ce qui fait la différence, ce sont les productions américaines aujourd'hui et chinoises et brésiliennes demain. Donc pour nous, c'est vraiment s'il faut concentrer le propos en quelques minutes, c'est veillons absolument à cette transposition du modèle de financement du cinéma via le CNC, via le compte de soutien, même si vous avez bien vu que le CNC n'est pas le premier financeur du cinéma, mais c'est parce que c'est ce que nous pouvons tenir, c'est ce qui reste encore à un niveau de décision qui peut être pris au niveau national, même s'il faut l'autorisation communautaire. Ensuite, il est évident que ce modèle doit aussi se transposer au niveau du financement justement par les diffuseurs, je dirais de façon contractuelle dans une économie de marché régulée. Et évidemment, si on pouvait, mais là c'est plus difficile, mais si on pouvait imposer des obligations d'investissement à ces nouveaux opérateurs, de préfinancement et d'achat et de valorisation aussi, de diffusion, de mise en valeur des offres de programmes françaises et européennes, eh bien on aurait complété en fait ce travail d'adaptation.
production. C'est évidemment très difficile de pouvoir imposer quoi que ce soit à Google, Apple, Amazon, etc. Et Netflix, on sait bien, puisqu'ils ne sont pas territorialisés, on n'arrive même pas à les fiscaliser pour l'instant. Mais c'est évident que c'est ça le sujet, l'autre sujet majeur. Et que si aujourd'hui on remettait à plat la chronologie, comme vous le disiez, ça veut dire qu'il faudrait renoncer à 143 millions d'euros d'achat des chaînes en clair, 230 millions d'euros des achats des chaînes à péage, et on n'aurait absolument rien à mettre en face. Et je ne pense pas que le budget de l'État serait là pour s'y substituer. Et d'ailleurs, ce ne serait pas simple, puisque là, pour le coup, on nationaliserait en quelque sorte cette activité de production. Et le modèle français, c'est précisément de faire que l'État n'intervienne que pour accompagner et pallier aux déficiences de marché. Donc vraiment, nous, on veille à chaque fois, évidemment, le CNC est aidé en permanence par les 700 professionnels qui participent tous les jours aux commissions du CNC, à évoluer en permanence. Hein, donc, pour reprendre l'expression de Michel Herbillon, notre force, c'est justement d'éviter un système à deux vitesses, où il y aurait d'un côté le cinéma commercial, qui vivrait tout seul, sans taxes et sans aide, et puis d'un autre, un cinéma d'auteur, paupérisé, qui vivrait dans des ghettos de petites salles subventionnées, municipales. On a veillé justement à l'unité du marché et faire en sorte qu'on prélève sur les gros pour donner aux petits, si je fais simple. Et donc c'est ce modèle qu'on essaie de transposer. Bien sûr, ces questions de transparence, d'autorégulation, de code de bonne conduite, de transparence de la remontée de recettes, qui est effectivement un sujet sur lequel le CNC avait déjà lancé des groupes de travail, mais sur lesquels on avait rencontré des obstacles juridiques. Et bien évidemment, tous ces sujets vont être redébattus dans le cadre de ce groupe de suivi. Et on comptera évidemment sur votre soutien pour continuer cette adaptation fiscale. Donc on parlait des SOFICA. Et bien les SOFICA, pour la première fois depuis longtemps, on n'aura pas collecté la totalité du montant de l'enveloppe qui était allouée par le ministère des Finances en 2012, parce que l'avantage fiscal, il est passé de 48 à 36%. Or, les SOFICA, justement, vous le rappeliez à l'instant, M. Rougemont, elles investissent beaucoup sur des petits films, des premiers films, des films qui ne sont pas soutenus par les chaînes de télévision. Donc pour nous, c'est un objectif important de pouvoir revoir l'avantage fiscal alloué aux SOFICA. Les crédits d'impôt, il y a eu cette bonne nouvelle de la modernisation de ces crédits d'impôt. La France a perdu 700 jours de tournage en 2012. Les industries techniques avaient tiré la sonnette d'alarme et on peut espérer que ce crédit d'impôt permettra d'attirer à nouveau des tournages. Donc je réponds aussi à la question sur la Cité du cinéma. Le CNC ne finance pas la Cité du cinéma. Son budget n'y suffirait pas. Et par ailleurs, comme vous le savez peut-être, les aides aux industries techniques sont plafonnées de façon très sévère par la Commission européenne, qui considère, pensons-nous à tort, mais que la technique ne fait pas partie de l'artistique, alors que bien évidemment elles sont totalement imbriquées. Mais en tout cas, ce qu'on aide, ce sont plutôt des projets de films ou des parties du budget de films qui pourront être tournés dans cette cité du cinéma. Ce qui est en tout cas certain, c'est que cette cité a apporté à la France une brique industrielle qui lui manquait pour pouvoir rivaliser avec les grands studios américains établis en Europe. Voilà, sur les aspects financiers du CNC dont je crois avoir répondu, c'est-à-dire effectivement, il est évident que le CNC ne pourra pas faire face à la fois à une ponction de 150 millions d'euros sur son budget et une moins-value fiscale à peu près équivalente de 130 à 140 millions d'euros si ce problème fiscal que j'évoquais à l'instant n'est pas réglé. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est que l'essentiel de cette ponction repose sur ce qui ne met pas en danger les emplois et l'activité de la production et de la distribution des films, mais met en danger en revanche notre plan de numérisation des films et de restauration, notre plan de restauration et de numérisation des films qui vise à la fois à maintenir en état une filière photochimique. Donc il y a quand même il faut quand même dire qu'il y a quand même des activités et des emplois à la clé, hein, bien sûr, et ce qui nous permet aussi de créer une plateforme pour montrer l'ensemble de ces richesses qui sont dans nos collections et dans celles des cinémathèques en région. Puisque parmi les transferts de charges qu'il y a eu de l'État vers le CNC, il y a eu l'entretien des cinémathèques en région ou de la cinémathèque française. Voilà, alors pour terminer, donc effectivement, on veille à avoir un cinéma qui ne soit pas à 2 vitesses, mais à 10 vitesses ou à 20 vitesses, et même la marche arrière pour pouvoir effectivement continuer quand même à numériser ces films, et qu'on sait bien, Michel en est la preuve vivante, que les films passés et du passé nourrissent la création d'aujourd'hui
et de demain. Mais pour ça, donc, on compte aussi sur votre soutien. Et puis dans les ajustements fiscaux, je mentionne juste pour terminer la taxation aussi des offres de télévision de rattrapage, parce que c'est vrai que de plus en plus, on consomme la télévision, comme disait Michel, sur des tablettes, de façon non linéaire. Et à ce moment-là, c'est pas normal que pour l'instant, ces recettes publicitaires ne soient pas soumises à la taxe. Et là, pour le coup, il n'y a pas de problème de territorialité. Voilà, je vous remercie, pardon d'avoir été un peu long, et puis rendez-vous le 23 janvier pour tous ceux qui le souhaitent. Merci, Président. La parole pour conclure à Joël Farchi. Je signale à cette occasion qu'il y aura un cycle de conférences sur une nouvelle forme de financement et de diffusion de la création organisé par l'Université Paris 1 Sorbonne, également par l'École des médias et du numérique de la Sorbonne toujours. Et qu'il y aura une conférence débat, une rencontre débat, quelle contribution à l'économie de l'audiovisuel pour les FAI et les acteurs d'Internet le mardi 29 janvier à 19h, 12 place du Panthéon, Amphi 3. C'est dans le 5e arrondissement. Voilà, j'ai fait l'annonce. Je salue aussi, j'aurais dû le faire plus tôt, Audrey Azoulay qui nous a rejoint durant ce débat pour que le CNC soit vraiment très bien représenté. Joël Farchi. Merci, Monsieur le Président. Bon, je ne vais pas conclure, juste quelques mots par rapport aux questions qui ont été posées. La première chose, c'est qu'il a beaucoup été question dans vos remarques de transparence et d'esprit critique, d'absence d'esprit critique à cette table. Je voudrais dire que moi, je milite beaucoup pour l'évaluation. L'évaluation, c'est pas un point fort, mais c'est pas une spécificité du cinéma, c'est pas un point fort des politiques publiques en France de manière générale. Et peut-être que le cinéma pourrait être effectivement un modèle là-dessus, parce que prendre le risque de l'évaluation, c'est forcément prendre le risque d'être remis en cause sur un certain nombre d'actions. Donc c'est pas toujours extrêmement agréable, mais je pense que c'est un exercice très utile pour légitimer justement ce qui est vertueux. La deuxième chose, Michel Hazanavicius tout à l'heure disait, il y a finalement le débat sur le numérique, c'est beaucoup plus important que le débat sur le financement et sur les cachets des acteurs, etc. Mais finalement, en vous entendant, j'ai l'impression que c'est le même débat. C'est le même débat parce que finalement, à travers le numérique, c'est pas un hasard si cette histoire est sortie avec Maraval, qui est un distributeur, qui est donc au milieu des enjeux et des conflits, notamment par rapport au numérique, entre les différents acteurs de la filière. Et je pense aussi que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est qu'on avait l'habitude que le cinéma, c'est en fait un film dans une salle. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, qui est une vraie révolution à mon sens, et là il y a des enjeux à la fois esthétiques et économiques qui sont en train de se mettre en place, c'est que on a de plus en plus des salles qui projettent autre chose que des films, justement pour amortir des lourds investissements dans le numérique, et parallèlement on a des films qui sont essentiellement vus hors des salles de cinéma classiques, dans les fameux écrans multiples et variés. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme dont on n'a pas fini de voir les évolutions. Et puis, dernière chose sur le piratage, juste parce que c'est quand même un des thèmes, un de mes thèmes favoris, mais Isabelle Attard a interpellé un peu les membres de cette assemblée sur le piratage. C'est un sujet extrêmement complexe. Je pense qu'on ne peut pas le réduire à les anti-piratages d'un côté contre les pros du partage non marchand. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez cité Olivier Baumsel à un moment donné sur un thème qui lui-même est justement un anti-adepte du partage non marchand et un très, très virulent défenseur de l'anti-piratage. Alors, juste une chose, par contre, là où je vous rejoins tout à fait, c'est sur les histoires de VOD et de mettre en valeur la VOD, de faciliter la VOD pour les usagers. Je suis en train d'essayer de mettre en place une étude justement du côté usager pour voir comment on pourrait faire pour renforcer l'attractivité de l'offre légale du côté des usagers. Donc ça, je pense que c'est très important, mais je pense qu'on peut pas réduire le problème du piratage en 2 mots. Et puis dernière chose, sur l'argent public, alors peut-être je suis un peu bornée, mais je persiste et signe à dire que ça n'est pas de l'argent public. Alors si la question est, est-ce qu'à la fin, ce sont toujours les citoyens français qui payent tout ça ? Oui, forcément, c'est toujours les citoyens français. Mais pour moi, faire payer un consommateur et faire payer un contribuable, notamment dans une période de conflit extrême sur la dette publique, enfin de difficultés extrêmes sur la dette publique, je pense que ce n'est pas du tout la même chose et que c'est toujours important de le rappeler. Si je Président, juste un Français qui ne va pas au cinéma, ou une entreprise qui ne tire pas profit d'œuvres de cinéma audiovisuel, ne paye pas, ne finance pas le système. Ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler parce qu'on a parfois l'impression que
c'est oublié. Et sur la vidéo à la demande, l'offre légale, c'est quand même 9000 films qui sont déjà en offre légale. Ça fait quand même 25 ans de consommation pour quelqu'un qui regarde un film par jour. Donc on ne peut pas dire que l'offre légale soit insuffisante en matière de cinéma. Ce qu'on peut regretter, c'est que tous les films ne soient pas encore sur toutes les plateformes. Mais ça, évidemment, progressivement, ça se fait. Mais l'offre légale en matière de cinéma est extrêmement abondante. Et si nos moyens budgétaires sont préservés, actuellement ce n'est pas le cas, mais s'ils sont préservés, on pourra mettre à disposition à peu près un montant équivalent de programmes dans les années qui viennent, des œuvres du passé qui sont tout aussi riches et intéressantes que des œuvres d'aujourd'hui. Donc on pourra même doubler l'offre légale. Mais vraiment, il faut enlever cette idée de l'esprit. L'offre légale est désormais déjà très abondante. Alors, c'est quasiment fini, mais Isabelle, on appelle ça fait personnel à l'Assemblée, mais c'est pas un fait personnel. C'est plutôt, même pas un droit de réponse, simplement une réaction. Mais comme Isabelle Attard m'a demandé la parole, je le lui donne bien volontiers. Oui, je voulais juste, parce que je pense qu'il y a certains doutes dans l'atmosphère, vous réinciter à aller voir ce site jevouloispapirater.com. Vraiment, c'est une mine de renseignements sur les gens qui veulent payer. Et c'est important parce qu'on est là dans la rétribution des créateurs et des réalisateurs et des acteurs. Et enfin, par rapport au mot piratage, je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir juste qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse le point sur ce que veut dire ce mot. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Est-ce qu'il y a derrière? Qu'on arrête d'en faire toute une histoire et qu'on regarde ce problème vraiment à la racine. Parce que là, on est tous en train de tourner autour du pot, quel que soit le domaine culturel qu'on aborde. Et c'est pas un gros mot, mais ça veut peut-être pas dire ce que les gens ont dans la tête en ce moment. Bon. Ça, sur ce sujet, il y a beaucoup de députés qui sont encore présents en cette heure tardive, qui ont quelques états de service. Franck Riester, rapporteur d'une loi célèbre, donc, et là, j'ai quelques souvenirs moi aussi. Vraiment, je pense qu'on est plusieurs ici à se dire que c'est un sujet qui est tout sauf tabou et qu'on aura évidemment grand plaisir à nous ressaisir. Il y a en plus, ça interpelle plus les députés de la majorité, mais il y a une mission Lescure dont nous attendons les conclusions. Bref, en tout cas, en 2013, puisque c'est la nouvelle année, on parlera évidemment de ces questions, je rassure Isabelle Attard. Je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve pour les plus courageux à 14h30 parce qu'on a un petit article 88 qui nous attend. Merci.